Bonjour tout le monde, bonne fin de journée, bon début de soirée. Merci d'être avec nous, merci d'être présent pour ce qui est la première activité de l'édition 2018 de la GIC qui fête son 40e anniversaire, mesdames et messieurs. Donc, premier événement de la GIC cette année qui est l'occasion de s'intéresser aux tendances en TI. Une conférence qui va se dérouler dans un studio qui nous fait penser à une émission un peu populaire le dimanche soir. Tout le monde en parle. C'est un concept qu'on a développé l'année dernière qui a eu un succès. Alors, on s'est dit, on revient pour une deuxième année, mais on aura de nouveaux invités en studio sur le plateau ce soir. Et j'aurai le plaisir de les accueillir et d'agir comme animatrice. Mon nom est Karina Lehoux, avec vous pour une troisième année à la GIC et pour une deuxième ici dans cette conférence de fin de journée. J'aimerais simplement débuter en soulignant, parce que c'est tellement important d'avoir des partenaires dans un événement comme la GIC, alors vous me permettrez de les saluer. Je débute en saluant les gens de la Ville de Québec. C'est grâce notamment à leur soutien financier qu'on peut vous présenter cette activité de fin de journée. Et je remercie tous les partenaires hors de l'événement, 4 degrés, Bell, Cisco, GDG Informatique et Gestion, GoSecure, Industrielle Alliance et la Ville de Québec. Il y a probablement des gens de ces entreprises qui sont avec nous dans la salle, alors on vous applaudit. Merci beaucoup de votre soutien. Comme c'est la toute première activité qui nous permet de vous rencontrer, on a pensé d'inviter sur notre plateau le président du comité organisateur. Accueillons M. Frédéric Martel. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être parmi vous ce soir pour débuter, en fait, le 40e anniversaire de la GIC. Non seulement c'est notre 40e, mais en plus on va vivre une année record cette année en termes de participation. On a plus de 1700 personnes qui sont attendues aujourd'hui et demain pour l'événement, donc merci à tous d'être présents parmi nous, c'est très apprécié. Vous le savez, l'événement en fait qu'on va vivre aujourd'hui et demain, la GIC, ça s'inscrit dans un courant, puis c'est les thèmes que vous allez entendre parler durant toutes ces 2 journées. On va parler d'innovation, de transformation numérique, de démocratisation des TI, d'entrepreneuriat, de relève et j'en passe. Et vous avez été plusieurs à nous demander au cours des dernières années, d'en avoir davantage. Fait que vous nous disiez, la formule conférence, c'est bien trippant, c'est le fun, mais on aimerait ça en avoir plus. Donc, on est très heureux cette année de vous offrir une nouveauté qui s'appelle la zone d'experts. En fait, vous allez pouvoir rencontrer des experts nationaux et internationaux qui viennent de nos partenaires en formule d'échange de 30 minutes one-to-one. Ça va commencer demain. Donc, ça s'appelle la zone d'experts. Il y en a déjà plusieurs qui sont sold out. Donc, vous pouvez réserver en ligne à partir du site du réseau Action TI, puis c'est gratuit. Demain, ne manquez pas notre conférence de notre présidente d'honneur, qui est Mme Isabelle Betté. Isabelle est d'ailleurs dans la salle parmi nous, je la salue. Bonjour, bienvenue. On est très heureux qu'Isabelle ait accepté notre invitation puis de venir à Québec cette année. D'ailleurs, j'en profite aussi pour mentionner, dire merci à tout le monde qui est de l'extérieur de la région de Québec. On a plus de 30% des participants cette année qui ont décidé de braver le froid puis d'affronter la neige, qui viennent en dehors de la région de Québec. Donc, bienvenue dans notre belle région, puis merci d'affronter la neige. Karina, on avait une question à poser aux participants. Oui, on était curieux de vous demander simplement à main levée qui sont celles et ceux parmi vous qui êtes déjà membres du réseau Action TI. Il y en a quand même plusieurs. Il y en a quand même pas mal. Et ceux qui vont devenir membres demain ou ce soir? Ah, vous êtes juste un peu timide, mais on a quelque chose de spécial d'ailleurs pour les gens qui ne sont pas membres encore. Absolument. Donc, le réseau Action TI, c'est la GIC, mais c'est aussi plein d'autres événements organisés à travers tout le Québec. Pour ceux qui voudraient être membres du réseau, demain, il va y avoir un kiosque au niveau 400 qui est aux couleurs du réseau Action TI. Puis, on offre à tous les participants de la GIC 40% de rabais sur le membership annuel. Donc, profitez-en. Ça ne passe qu'une seule fois. Puis sur ce, oui. Je vous souhaite une très bonne GIC, un très beau panel, puis une très bonne journée demain. Merci tout le monde. Merci beaucoup, Frédéric. Merci. Alors, officiellement, on va entrer dans cette formule qu'on appelle la GIC en parle, un événement qui va nous permettre d'entendre des perspectives, je vous le disais, de différentes personnes. Et j'aurais peut-être une question d'abord, je vous en ai posé une, je m'en permets une deuxième. Quels sont celles et ceux qui avaient déjà été sur ce plateau l'année dernière, qui étaient avec nous, qui avaient vécu la GIC en parle?
Merci, vous êtes des fidèles. Donc, plusieurs nouveaux. Bienvenue, j'espère que vous apprécierez la formule. Je joue le rôle de l'animatrice et vous, bien entendu, sur ce plateau, j'aurai de façon un peu spéciale. On fait les choses très spéciales. D'ailleurs, on est en direct. On ne fera pas ça pendant 6 heures avec le montage. Là, on est en direct. Co-animateur avec moi, il est également celui qui va incarner à certains moments le fou du roi. Il est à tous les jours directeur de l'information chez EBC et membre du conseil d'administration du réseau Action TI. Mesdames et messieurs, M. Carl Bélanger. Bonjour, Carl. Alors, on prend place dans ce superbe plateau en direct. Bonjour, Carl. Bonjour Karina. Merci. Merci de la présentation. Je voulais juste préciser, on dit technologie de l'information et non information. C'est vrai? Bon, parfait. C'est bien. C'est réglé. C'est ça, les joies du direct. Oui, exactement. Alors, bonjour tout le monde. J'étais très surpris, il y a quand même beaucoup de gens qui ont assisté l'an passé, mais il y en a aussi beaucoup de nouveaux. C'est très prometteur. Alors, je suis heureux de vous retrouver sur le plateau de la GIC en parle encore cette année. Cette année, on va retrouver des vedettes de l'an dernier. Est-ce qu'on pourrait dire des vétérans et également des recrues, des nouveaux experts. Et je pourrais dire, depuis l'an dernier, c'est immuable, tout le monde a vieilli d'1 an. Ça, c'est une réalité de la vie. Mais il y a une chose qui n'a pas changé et qui met en cause un objet qui vieillit bien, quelque chose qui vieillit bien. En fait, c'est la pause avec le vin. Donc, patientez et il va y avoir un beau service de vin tout à l'heure. Pas juste sur le plateau, là. Vous autres aussi, vous allez en avoir. Oui. Merci beaucoup, Carl. Et sur ce, on lance l'émission officiellement. Et je vous prie d'accueillir dès maintenant sur ce plateau. Elle est de l'Association québécoise des technologies, Mme Nicole Martel. Chez Gartner, M. François Banville. De Deloitte, M. Mathieu Courtat. Madame. Bonjour. Messieurs, bonjour, vous allez bien? Très bien, merci. Excellent. Merci d'être là et d'avoir accepté de partager un peu de vos connaissances qui sont nombreuses et de vos perspectives sur les tendances en TI. Oui, merci beaucoup. Je suis sûr que ça va être une belle soirée. Nicole, vous en êtes à une première avec nous. Oui. François, c'est une deuxième fois et en fait une troisième fois si on inclut les tendances TI de la première année. Ouais. Et vous, Mathieu, c'est une première sur le plateau, mais une deuxième fois si on inclut tendances TI. Donc, on a une belle équipe, une belle brochette d'experts. Ça promet. Et je vais prendre le temps de vous présenter chacun des panélistes qui sont devant vous, à la suite de quoi on va entrer dans le cœur des discussions. Je débute avec Madame. Bonjour, Nicole. Bonjour. Alors, Nicole Martel, présidente, directrice générale de l'Association québécoise des technologies. Vous œuvrez dans le secteur des TI depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années, plus précisément auprès des dirigeants de PME qui innovent, qui développent, qui commercialisent des solutions d'affaires. Vous avez eu votre propre entreprise que vous avez dirigée auparavant. Dans vos fonctions actuelles, bien entendu, vous assurez l'orientation stratégique de l'association. Les besoins des membres évoluent, changent, surtout dans un contexte de TI. Ça va rapidement. Puis vous agissez aussi comme porte-parole de l'industrie des TI et des communications auprès des instances gouvernementales. Dans les dernières années, vous avez eu plusieurs engagements. Notamment, vous avez siégé au comité exécutif du TECNA, le regroupement de 50 dirigeants d'associations nord-américaines en TI. Également, vous avez siégé sur l'organisation Expansion Québec. Et je tiens à souligner qu'en 2013, le magazine Première en Affaires la décrivait comme l'une des 8 femmes incontournables en technologie au Québec. Félicitations, Madame, pour ce leadership, vraiment. Vous êtes active sur plusieurs comités consultatifs, tables de concertation des secteurs gouvernementaux, des TI et des affaires, tout un parcours. Je termine sur une question un peu plus personnelle. Certains sont tombés dans la marmite des TI depuis un tout jeune âge. Dans votre cas, c'est plutôt un heureux hasard de la vie, je dirais une très belle rencontre que vous avez faite. Racontez-nous un petit peu. Bien, en fait, il y a quelques années, comme vous l'avez mentionné, j'ai été recrutée par quelqu'un qui était président d'une entreprise en technologie. En fait, même, c'était l'ancêtre de la télé payante. C'est une entreprise qu'on appelait dans le temps en vidéotexte. Et après avoir laissé cette entreprise-là, quelques années plus tard, ce dirigeant d'entreprise m'a rappelé puis il dit, écoute,
J'ai l'emploi rêvé pour toi, c'est à l'Association québécoise des technologies, puis je crois finalement qu'il ne s'était pas trompé dans mon cas. Définitivement pas. Ben, merci beaucoup d'être Merci. avec nous ce soir. À ma droite, sur votre gauche, M. François Banville. Bonjour, vous êtes partenaire exécutif chez Gartner. Vous êtes issu du monde des sciences, diplômé en physique. Vous avez complété une maîtrise en physique nucléaire expérimentale et l'ETI, ça fait partie de votre pratique depuis plus de 20 ans. Vous avez œuvré en Suisse, en Espagne et au Canada, où évolue le groupe cimentier Holcim. Vous travaillez alors comme Chief Technology Officer à la standardisation des processus opérationnels. Vous avez aussi dirigé un centre de services partagé où vous avez déployé une solution normalisée SAP dans une quinzaine de pays en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord. Vous êtes de retour chez nous, vous êtes au Québec et à partir de Québec, vous collaborez maintenant chez Gartner avec les dirigeants informatiques qui sont engagés dans le programme exécutif de Gartner pour l'Est du Canada. Et on m'a dit, parce qu'on s'est vu, nous, sur ce plateau l'année dernière, mais depuis l'année dernière, vous avez un petit gadget nouveau là, dans votre quotidien que vous appréciez particulièrement. Oui, en fait, les gens qui me connaissent vont être probablement tannés de l'entendre, mais j'ai acheté une Tesla Model 3 dernièrement, et puis depuis que je l'ai, je suis aux anges. Oui, vraiment, ouais, c'est à la ouais. hauteur des attentes que vous avez. Oui, oui. Et Vous êtes puis, chanceux. en fait, ça a rendu la signature du pacte plus facile. Hein, parce Vous avez que- signé le pacte? Oui, j'ai signé le pacte. OK. Et puis, je pense que du point de vue transport, je devrais être correct, mais le problème que je vais avoir, c'est la consommation de viande. Je suis un carnivore, fait que Ah ça va oui? être difficile. OK, bien, on sympathise. En même temps, une journée par semaine, si on limite un repas, C'est une bonne idée. Je c'est vais un probablement bon commencer défi. comme La ça. barre est haute. OK, bien, bonne chance là-dedans. Merci. Merci d'être là. Monsieur Mathieu Courtat, bonjour Mathieu. Bonjour. Vous êtes associé chez Deloitte. Vous avez une expérience, vous aussi, de plus de 20 ans, spécialisée dans le domaine des technologies, la gouvernance, la planification, la gestion de programmes. Vous dirigez en fait l'équipe de conseil en technologie pour le Québec et les services de consultation pour les secteurs publics et du transport. Vos mandats vous ont amené à conseiller plusieurs hauts dirigeants en entreprise, des hauts dirigeants en TI, mais aussi des chefs d'entreprise, des membres de conseils d'administration, des gouverneurs d'État sur les orientations qu'on doit donner aux TI, les modèles de gouvernance, les modèles de financement interne, la réalisation de programmes de transformation. Vous êtes titulaire d'une maîtrise en finance. Vous avez développé plusieurs des méthodologies et des outils qui sont déployés un peu partout à travers le monde chez Deloitte. Et vous participez à différents conseils d'administration, notamment l'Orchestre symphonique de Montréal, la Bibliothèque des jeunes de Montréal et la Fondation de la santé urbaine. On vous connaît aussi comme auteur, comme conférencier, vous partagez vos connaissances, votre savoir. Dans la dernière année, davantage, vous me disiez, avec des plus petits groupes. Alors, on est chanceux de vous avoir dans cet événement aujourd'hui. Et la question, ce n'est pas la question qui tue, là. La question plus personnelle. Vous avez 2 jeunes enfants, vous me disiez 1 an et demi et 3 ans, votre grand garçon? C'est exact. Alors, 1 an et demi, je me dis, c'est encore un peu jeune, peut-être, pour les technologies, mais à 3 ans, est-ce qu'on est habile? Comment il est, votre petit garçon, avec les technos? Oui, en fait, j'en apprends de lui. Il y a 6 mois, il a réussi à me montrer comment il arrivait à appeler ma conjointe avec mon téléphone qui était loqué. Je me suis toujours demandé comment il arrivait à faire ça, puis finalement, en développant le langage, il a réussi à me montrer que c'était possible d'appeler ma conjointe sans déloquer mon téléphone. C'est vrai. Et c'est lui qui vous l'a enseigné, vous ne saviez pas comment faire. Non, je ne savais pas que cette fonctionnalité existait sur Ben, l'iPhone. il faut le suivre parce que vous avez une relève là, C'est ça. dans votre industrie, dans votre domaine. Très bien. Merci d'être avec nous. Là, vous allez dire, mais l'animatrice, elle a oublié d'inviter quelqu'un sur son plateau. Eh bien, imaginez-vous que malgré toutes les technologies qui existent de nos jours, il y en a une qui n'est pas encore à point. C'est ce qu'on appelle la téléportation. Et Carl Edwin Michel devait être avec nous. Il vous transmet ses salutations. Il était par affaire du côté de Chicago dans les derniers jours et malheureusement, les vols n'ont pas été synchronisés. Il y a eu des retards, ce qui fait qu'il est probablement dans un avion au moment où on se parle. Il sera là demain, si tout va bien. Il est là avec nous en conclusion de la grande journée de demain. Alors voilà pour Carl Edwin, qu'on aurait souhaité être avec nous, puis nous parler de e-sport. On va parler de ça demain avec lui en fin de journée. Alors, si ça vous va, chers invités, on se lance dans la discussion, Carl? C'est bon? On se lance dès maintenant? Très bien. Alors, chacun d'entre eux a une thématique en particulier, mais vous êtes tous invités à rebondir et à contribuer à l'échange. Nicole, vous suivez de près les tendances des entreprises dans le domaine technologique,
tant du point de vue de leur pratique d'affaires que de leur évolution. Et d'ailleurs, à l'AQT, à l'Association québécoise des technologies, vous réalisez une enquête chaque année qui s'appelle le baromètre de compétitivité AQT. Alors, première question pour vous, pouvez-vous nous dresser un peu un portrait de nos entreprises, des PME techno finalement? Avec plaisir. Alors, comme vous tous ici dans la salle le savez sûrement, le secteur des technologies de l'information en est un d'importance au Québec. Je ne sais pas si on va afficher les quelques chiffres. Oui, merci. Alors, les entreprises à elles seules représentent un chiffre d'affaires cumulé de 35 milliards de dollars, ce qui est vraiment important. Et les statistiques québécoises ou même les statistiques qui émanent du Canada, Statistique Canada, vont nous révéler qu'il existe près de 8 000 établissements en technologie de l'information au Québec, sachant que dans notre industrie, il y a beaucoup de micro-entreprises, des firmes de services informatiques et même des travailleurs autonomes. Nous, notre action à l'Association québécoise des technologies de l'information se concentre certainement autour des 1600 PME qui comptent entre 4 et 500 employés et dont l'activité principale est de faire des ventes de solutions informatiques ou encore de services informatiques. Donc, c'est un secteur qui est en constante évolution, l'écosystème évolue, les partenariats, les alliances stratégiques, les relations avec les universités, les centres de recherche en sont d'importance aussi. Alors, en termes d'importance, comme je vous le disais, mes données ou les informations que je vais partager avec vous, les observations, portent principalement sur les entreprises technologiques, les PME. Notre enquête porte sur 700 entreprises dont la taille est entre 4 et 500 employés. Et simplement pour vous mentionner, à l'Association québécoise des technologies, la raison pour laquelle les entreprises deviennent membres d'une organisation comme la nôtre, ce membership est corporatif, c'est de faire en sorte qu'elles puissent échanger avec d'autres entreprises, souvent pour nouer des partenariats stratégiques ou encore apprendre un peu des meilleures pratiques d'affaires dans cet environnement qui est hyper concurrentiel. Et peut-être nous donner quelques éléments caractéristiques, oui, de l'industrie, s'il vous plaît. Bien, c'est une image que j'ai empruntée à Technocompétences que j'ai vue dans la salle, Josée, la directrice générale. Donc, au Québec, il existe des données qui sont bien colligées dans le diagnostic sectoriel. Il y a 210 000 professionnels en TI qui travaillent au Québec dans tous les secteurs d'activité économique. Donc, ça peut être dans des entreprises TI comme dans des départements informatiques de petites, moyennes ou très grandes entreprises. Donc, déjà, ça, c'est quand même important en termes de force de travail. Le secteur des TI, à lui seul, embauche 151 000 emplois. Donc, c'est des emplois qui sont diversifiés, autant des gens qui sont dans les secteurs informatiques ou la direction, naturellement, l'administratif, les ressources humaines, les ventes, marketing. Donc, c'est 151 000 individus qui travaillent pour des entreprises en TI. Et j'aime ça trouver des comparables avec d'autres secteurs d'activité. Alors, si vous prenez des secteurs de pointe au Québec comme l'aérospatial ou encore les sciences de la vie, biotech, ces secteurs emploient respectivement 40 000 et 30 000 emplois. Donc, c'est pour vous dire à quel point, dans le secteur des TI, on est vraiment un secteur d'importance en termes de création d'emplois et de richesse. Est-ce que je peux vous demander, ce sont les données donc pour le Québec. Est-ce que vous savez s'il y a une importance similaire en termes de proportion dans les autres provinces canadiennes? Est-ce qu'on se compare? Bien, il y a des secteurs, il y a des provinces qui ont une prédominance assez élevée en technologie, comme nous, je dirais en Ontario, naturellement. En Colombie-Britannique, c'est une très forte représentation de travailleurs en technologie de l'information aussi. Mais on est dans le peloton peut-être? On est dans les 3 plus importantes provinces à cet égard-là. Si on prend un portrait robot d'une entreprise de technologie de l'information, toujours dans la gamme des PME, disons que son portrait robot, on apprendrait que l'entreprise a en moyenne 35 employés, 19 ans d'existence, donc c'est une industrie qui gagne en maturité aussi. Et si on regarde leur force de travail, 53% des postes au sein de ces entreprises-là sont occupés par des professionnels en technologie de l'information, soit à la recherche et développement ou encore en production.
Donc, je vous ai parlé du secteur des technologies de l'information en matière de création d'emplois, richesse d'emplois. C'est aussi un secteur qui contribue énormément sur le plan économique. Alors, c'est près de 8 entreprises sur 10 qui vendent à l'étranger, donc dont les entreprises vendent leurs solutions à l'étranger. Encore une fois, j'aime comparer avec d'autres secteurs d'activité économique. Des études sérieuses et documentées de Caisse de dépôt, Fondation de l'entrepreneurship, révèle que toute PME, secteur d'activité confondu, 20 des entreprises ont des activités à l'international, vendent à l'étranger. Alors nous, c'est 76 donc c'est quand même très important comme création de richesses par des revenus provenant de l'exportation dans le secteur des technologies de l'information. Ces entreprises, elles vendent à différents secteurs d'activité économique. Donc, ce que vous avez ici à l'écran, c'est les secteurs où sont situés les clients de nos membres ou des entreprises en TI. Avec, on peut voir les pôles d'importance, le secteur manufacturier qui est un grand consommateur des technologies de l'information. La barre du bas, là, je ne sais pas si c'est bien clair pour les personnes dans la salle. La barre la plus importante au bas, c'est tout ce qui est les entreprises de services. Donc, on l'a vu avec les services financiers, les services d'assurance, c'est des entreprises, des secteurs qui investissent de plus en plus dans les technologies de l'information. Les marchés publics en sont un d'importance aussi, le commerce de détail. Donc, c'est les secteurs où sont le plus présents nos membres. Et je serais curieuse, et là, je vous prends à chaud. Alors, vous me dites si vous êtes à l'aise avec l'information, mais le secteur manufacturier, 40 c'est beaucoup. Est-ce qu'on sent, par exemple, une accélération? Parce qu'on entend beaucoup les défis de main-d'œuvre. On pourra aborder le sujet tantôt. Mais est-ce que ça fait en sorte que ce chiffre-là, il y a 1 an ou 2 ans, n'était pas aussi important parce que c'est une industrie, c'est un secteur d'activité qui s'automatise davantage? Oui, bien, ça a cru. Il y a quelques années, au début de ces enquêtes qu'on réalise maintenant depuis 5 ans, c'était 33 Donc, il y a de plus en plus d'entreprises qui ont comme client le secteur manufacturier. Donc, ça peut être avec des outils de gestion manufacturière, mais ça peut être la gestion de la logistique, la gestion de l'affectation des ressources humaines. Donc, c'est un secteur qu'on voit qui s'informatise de plus en plus. Et ce qui serait intéressant, on n'a pas les outils pour vous sonder là-dessus, mais je serais curieuse de vous entendre sur qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme tableau dans 5 ans. Parce que je ne connais pas toutes les industries, mais récemment, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens du milieu de la construction qui introduisent une approche BIM, on s'en parlait, Carl, il n'y a pas longtemps, qui fait en sorte qu'ils veulent révolutionner un peu la manière dont ils travaillent entre fournisseurs de l'industrie. C'est un beau portrait. Merci pour ce topo-là. On prend une photo, puis on rapportera ça dans quelques années. Oui. On ne peut pas échapper au fait qu'on est dans la région de la capitale nationale, donc sans aller dans le granulaire, certainement ici, ce qu'on remarque comme expertise très pointue, c'est des solutions qui visent le secteur des assurances, le secteur financier, naturellement les marchés publics, qui a une représentation assez forte de ces secteurs pour les entreprises de TI. Mais je pense que tout le monde ici dans la salle est certainement au courant que le pôle de l'optique est un pôle d'excellence reconnu à travers la planète. Puis on a des entreprises d'ici qui font honneur et une belle fierté dans plusieurs pays à travers le monde. J'aurais le goût de revenir sur une donnée qui est assez impressionnante et qui peut nous rendre très fiers de voir qu'il y a pratiquement 8 entreprises sur 10 au niveau techno qui exportent, qui vont à l'étranger, qui est présent dans plus de 125 pays, vous mentionnez. Donc, nos solutions, elles ont la cote. On a des entrepreneurs qui ont de l'ambition. En même temps, j'imagine que ça apporte son lot de défis et il y a probablement un revers à cette médaille-là. Alors, j'aurais le goût de vous entendre sur ça. Oui, bien, les défis de commercialisation sont quand même assez importants dans le secteur. Vous savez, c'est de la vente quand même assez sophistiquée puisque ça implique la gestion de la propriété intellectuelle. Quand une entreprise va installer un système informatique dans une grande organisation, bien, ça peut avoir un impact sur les opérations de l'entreprise. Donc, ça prend des garanties d'exécution, des assurances responsabilité. C'est un secteur qui est tellement pointu, la vente des technologies, c'est assez pointu que c'est
l'utilisation des réseaux de distribution est vraiment plutôt ponctuelle. Donc, 84 des ventes sont effectuées par de la force de vente directe, parce que les réseaux de distribution ont besoin d'un plus grand volume pour que ce soit efficace. Donc, imaginez des secteurs où vous avez le fabricant, le grossiste, le distributeur, le détaillant pour se rendre au client final. Bien, dans le cas des entreprises en technologie de l'information, c'est l'ensemble de ces étapes-là qui sont effectuées, qui, je vous le rappelle, souvent par des entreprises de taille quand même assez modeste. Oui. Donc, ça prend des expertises quand même très pointues à l'intérieur des organisations. On sait que le cycle de vente, le baromètre nous le révèle, est en moyenne de 24 à 36 mois. Donc, entre le moment où l'entreprise songe à implanter un système informatique et son moment de l'implantation, bien, il se passe un petit peu plus de 2 ans. C'est la durée pendant laquelle l'entreprise veut certainement être aux premières loges, toujours présent où le client potentiel est, donc participer à des foires internationales, aux mêmes séminaires, aux mêmes formations, pour que quand viendra le moment de faire son choix, bien, il apparaisse encore sur le radar. Donc, c'est quand même assez soutenu comme effort qui est requis par les entreprises. Donc, Ben oui, le financement doit tellement être important dans un contexte comme ça. effectivement, donc les investissements pour y arriver sont quand même assez importants. Donc, vous me demandiez s'il y avait des défis. Oui. Oui, ça Je s'en pense que ça prend des gens très passionnés aussi. Clairement, pour s'investir autant. Oui, exactement. OK, Ouais. excellent, merci. Vous avez mentionné le fait que vous réalisez cette enquête-là sur une base annuelle. Quels sont les faits saillants de l'année 2018? En fait, cette année, les gens nous ont démontré une très grande confiance en l'avenir. 80 des répondants nous ont dit qu'ils étaient confiants, qu'ils prévoyaient une hausse de leurs revenus. Pour la première fois cette année, le nombre d'entreprises qui prévoient entrer dans une phase de fusion-acquisition atteint 50 Donc, la moitié des entreprises disent pour avoir exploité pleinement le potentiel du marché, des opportunités, je sens que la taille va faire la différence. Donc, ça, c'est un signal pour nous qui est assez fort quant à leurs intentions de croissance. Me permettez-vous de sonder l'opinion? Messieurs, peut-être Mathieu, les fusions, les acquisitions, est-ce que vous l'observez aussi avec votre œil chez Deloitte auprès des entreprises avec qui vous travaillez? Oui, définitivement. En fait, maintenant, les acquisitions, c'est une façon d'innover. On surveille les PME innovantes. Et puis, celles qui sont acquises rapidement, c'est aussi une façon de ressortir les investisseurs qui étaient là au début. Donc, définitivement, c'est un secteur qui est en consolidation. Et ces consolidations donnent des signaux au marché sur les tendances qui vont démarrer dans les prochaines années. Donc, ça va continuer même à s'accélérer peut-être ce processus de fusion-acquisition pour grandir dans le domaine techno. OK, merci. Et puis, naturellement, dans les données qu'on a recensées cette année, on nous a parlé de des défis aussi auxquels les entreprises étaient confrontées. Et ils sont quand même nombreux. Hein, on va y arriver. Je voulais vous mentionner, donc, si les gens sont intéressés à avoir un petit peu plus d'informations sur les données, elles sont disponibles sur notre site Internet. Simplement, aller à l'adresse qui est indiquée là, sur le site de l'AQT. C'est facilement accessible et vous pouvez les télécharger aussi. Je vais revenir sur les défis en matière de RH, de ressources humaines. Puis en fait, j'aurais envie de sonder par main levée qui pense vivre ou vit présentement des difficultés sur le recrutement de ressources humaines et tout ça. Là. Je pense qu'il y en a plus que des membres de Réseau Action TI. Nous aussi, on en vit dans mon organisation. Donc, je reviens. Parlez-nous un peu des résultats de l'enquête qui a été menée auprès des PME technologiques. Encore une fois, c'est un volet qu'on a creusé plus à fond avec Techno Compétences au cours de notre enquête l'an passé, parce que, comme vous, on l'entendait dans toutes les discussions de corridors et autres. Alors, d'abord, il y a
inadéquation. Le nombre de ressources est insuffisant. Après le Pour- 20, ça va être Oui, très ça bien. va être suffisant. Merci. Le nombre de ressources pour combler les postes actuellement est insuffisant. Ajouter à cela, peut-être le fait que les compétences recherchées sont très pointues. Donc, les entreprises évoluent constamment. Les compétences qui sont recherchées ne sont pas en nombre suffisant par rapport aux postes qui sont à combler. L'autre chose que les dirigeants nous ont confié aussi, c'est le fait que quand ils font des embauches, ils ont des outils très souvent très spécifiques, personnalisés. Donc, ils investissent énormément dans le perfectionnement en continu. Donc, la formation en technologie de l'information, c'est un abonnement à vie. Donc, ça couplé au fait que les entreprises sont pas assurées de conserver les talents parce qu'il faut offrir des projets toujours très, très stimulants. L'offre est disponible aussi sur le marché. Donc, pour les PME techno, c'est quand même assez important. Elles nous ont aussi dit, les entreprises, qu'étant des PME, elles comptent investir beaucoup plus dans leur marque employeur parce que comment ressortir du lot quand ton nom d'entreprise est méconnu puis qu'il y a plusieurs offres d'emploi qui sont disponibles sur le marché. Donc, je me suis amusée à aller visiter les sites Internet de nos membres. Donc, ils mettent beaucoup de l'avant les projets stimulants, des vidéos, faire témoigner des employés La pour culture montrer. d'entreprise Oui, aussi c'est ça, qui est pour mise en montrer lien. les défis qui peuvent être réalisés au sein de OK. l'entreprise. Donc, ça, on sent que c'est un défi de taille pour les Les entreprises. défis vont au-delà du salaire, finalement, de la rémunération. Oui, de façon absolument, générale. absolument. Ça, couplé au fait que maintenant, 52 c'est encore l'étude qui le révèle, c'est l'étude de technocompétences, 52 des ressources TI travaillent dans des secteurs hors TI. Donc ça, c'est définitivement le résultat du virage numérique qui s'opère. Donc, c'est un point de bascule qu'on n'avait jamais atteint par le passé. Donc, les entreprises non TI embauchent les ressources TI maintenant aussi. Donc, est-ce que ça veut dire que les entreprises veulent avoir à l'interne leurs propres ressources pour être autonomes dans leur choix et leur développement technologique, ou ils continuent de travailler avec des firmes spécialisées à l'externe? Comment ça fonctionne? Ça peut être un heureux mélange des deux, mais certainement une entreprise qui va investir dans ces processus d'affaires critiques en technologie veut avoir quelqu'un avec des compétences solides à l'interne, ne serait-ce que pour définir les besoins, pour travailler avec des firmes externes, faire la gestion des projets, faire la formation adéquate à l'interne. Donc, il faut absolument qu'il y ait Donc, on embauche à un bon- l'interne pour être plus rapide, être plus agile, Ouais, mais on continue de faire appel à des experts, des firmes externes. il faut. OK. La combinaison des deux. Oui. Je mentionne aussi le défi d'immigration. Quand on regarde le talent disponible ici, un bon réflexe, c'est de dire, je peux-tu me tourner vers l'international? Il existe des missions, il y a des organismes qui déploient des missions à l'international pour aller recruter des talents à l'étranger. Donc ça, c'est très bien. En ce moment, c'est des messages qu'on a véhiculés aux instances gouvernementales aussi, c'est qu'en ce moment, les processus administratifs pour des petites entreprises sont quand même assez lourds. Quand on regarde des grandes entreprises, des grandes organisations, ils peuvent avoir des spécialistes qui connaissent l'immigration, un contentieux à l'interne ou qui sont vraiment dédiés à compléter tout le volet administratif. Pour des petites entreprises, c'est quand même assez fastidieux de voir à cela, là. Donc, mais c'est définitivement... Fastidieux, mais on y va quand même. On n'a pas le choix. Hein. Oui, Avec toutes les mains qui se lèvent, il faut aller à l'extérieur. Puis il y a des beaux succès aussi qui viennent avec ça, mais il faut travailler fort. travailler pour, fort. Travailler fort les et être accueillir. patient. Oui. C'est quand même long aussi, les délais. Hein. Les Puis, délais sont... Tantôt, ouais. vous parliez on essaie d'être dans le cycle le plus rapidement possible. Les délais sont importants. C'est pas un reproche que je fais à la province, mais quand on compare, on a nos homologues à travers le Canada. Eux, ils ont un processus d'immigration, c'est le Canada. Nous, on a quand même 2 barrières à l'entrée. Donc, il faut se conformer à deux volets administratifs d'immigration. Donc, ça, c'est quand même, encore une fois, peut-être un petit peu plus fastidieux pour des entreprises dont c'est pas
une spécialité finalement. Donc, ça, c'est Intéressant. c'est une solution qui pourrait aider à la résolution de la pénurie de talent. Très bien. Donc, on ne peut pas se passer, on s'en va doucement vers cette conclusion, je pense. On ne peut pas se passer de nos PME techno. Les choses changent, la façon de faire évolue un petit peu, mais en même temps, elles demeurent de plus en plus importantes, même, je dirais. Oui, absolument. Peut-être un autre point sur l'enjeu du OK. talent. Il y a l'avènement de l'intelligence artificielle aussi qui nous rattrape. OK? Pour une entreprise techno ou non techno, exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle, c'est vraiment une piste que les entreprises veulent explorer. Quand on posait la question à nos présidents-présidentes, 80% nous ont confié qu'ils voulaient exploiter l'intelligence artificielle au sein de leurs solutions existantes. Donc, d'enrichir leurs solutions avec de la dynamique d'intelligence artificielle. Néanmoins, ils sont conscients qu'ils vont affronter quelques défis. Et celui de taille, naturellement, le talent, pour rebondir sur votre question, mais aussi l'accès à la recherche, l'accès à des chercheurs. Donc, en ce moment, il se fait beaucoup de recherche fondamentale. À quand le transfert technologique vers des applications très concrètes? Donc, c'est ce que les entreprises nous ont confié, anticipé comme enjeu. Mathieu, tantôt, on veut vous entendre là-dessus. Les applications concrètes de l'intelligence artificielle. On Ouais. regarde ça. Très bien. D'autres éléments qui nous permettent de conclure, toujours en lien avec le technocompétences, l'enquête? Non, c'est bon. Je pense que les soucis évoqués parlent d'eux-mêmes. Très bien. Bien, merci beaucoup, Nicole, pour votre présentation. Est-ce que vous restez avec nous sur le plateau? Bien sûr. Parfait. Merci beaucoup, Nicole Merci. Martel. Alors, Karina, avant de passer au prochain conférencier, je vais me permettre une petite citation. Parce qu'on parlait beaucoup de l'importance économique et de tout ça. Et je ne sais pas si vous connaissez, c'est peut-être un inconnu là, pour vous, Alan Greenspan. Alan Greenspan a dit « Les technologies d'information ont changé la façon dont les gens créent de la valeur économique. » D'accord ou pas, mais bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça a tout un pouvoir d'influence. Ça a déjà été au support d'eux, mais je pense que de plus en plus, elles deviennent un moteur économique. On les met à l'avant-plan. Ça met bien la table à notre discussion, je pense, en effet. François. En effet. La transformation numérique, c'est un terme dont on entend parler tellement. Hein? C'est sur probablement toutes les lèvres, sur bien des articles. L'an passé, avec nous, vous nous avez parlé de l'impact de cette transformation numérique sur le marché de l'emploi. Oui. Cette année, on veut vous entendre sur l'impact de la transformation sur les organisations TI de façon peut-être un peu plus particulière. Je débute en vous demandant pourquoi les entreprises TI sont en train de changer. Je pense que pour comprendre pourquoi les entreprises changent la façon que les TI sont organisées au sein de leur organisation, il faut regarder un peu, ça aide de regarder un peu de façon historique comment les TI se sont positionnés dans les organisations. J'ai une belle slide que je pourrais vous montrer. En fait, historiquement, on a observé 3 grandes aires de l'informatique. La première, on l'a appelée l'ère des TI artisanales. Et puis, à cette époque-là, donc c'est l'époque où les gens de mon âge ont commencé à faire des TI, typiquement, on était des technologues, on travaillait à maîtriser les technologies. D'ailleurs, les centres de traitement où on avait les ordinateurs, ça s'appelait des centres de calcul. Et puis, donc, on a appris à programmer, on a appris à exploiter des données, et puis on a créé un assemblage de technologies qui aidait les lignes d'affaires, qui aidait les business, mais qui avait pas une très grande résilience, une très grande résistance. Il y avait des pannes, ça fonctionnait des fois non. On travaillait dans ce qu'on appelait des tours d'ivoire. On était pas mal laissés à nous-mêmes et puis on ne laissait pas trop les gens d'affaires venir nous dire quoi faire. Et puis, ça fait pas si longtemps, quand pardon? même. Ça fait pas si longtemps, ça. Ça fait, je dirais, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces aires-là n'ont pas été en même temps pour toutes les entreprises. Donc, mais il n'y a plus d'entreprises qui sont comme vous les décrivez. Ça, c'est dans le passé. J'espère qu'il y en a moins. J'espère qu'il n'y en a pas beaucoup. Je sais pas, je sens une petite réaction. Là. Mais on en est sorti, c'est ça, on en parlait, je
dirais vers la fin des années 70, début des années 80, les entreprises se sont rendues compte que s'ils voulaient vraiment exploiter les technologies de façon utile et de façon pérenne, bien, il fallait que ça devienne plus solide. Il fallait que les solutions fonctionnent tout le temps. Il fallait qu'il n'y ait pas de panne, qu'il n'y ait pas d'erreur. Et puis, ça nous a obligés à devenir vraiment, arrêter d'être des artisans qui faisaient tout pour la première fois, mais de devenir vraiment des industrialistes qui ont harnaché finalement les technologies pour que ce soit utile pour les lignes d'affaires. On est de son temps aussi. C'est qu'on a de plus en plus d'utilisateurs à un certain moment et les gens deviennent exigeants, s'habituent à utiliser l'ordinateur, des applications, des logiciels, cherchent cette performance-là. C'est ce qui vous amène à évoluer aussi. Oui, en fait, une des choses qui a provoqué ça, c'est justement les gens qui pouvaient s'acheter des ordinateurs personnels. Et puis, donc, l'informatique est sortie du centre de calcul pour devenir quelque chose de plus omniprésent. Et puis, donc, les gens d'affaires se sont rendus compte qu'ils pouvaient utiliser les technologies. Et puis, par contre, utiliser les technologies n'importe comment, ça peut devenir très coûteux, ça peut devenir très risqué pour une organisation. Donc, c'est là qu'on est arrivé avec l'industrialisation. On a mis en place des processus, on a appris à gérer des technologies avec ITIL, on a développé une meilleure gestion de projet, donc parce qu'il fallait que les projets aient du succès, qui complètent à l'intérieur des budgets, à l'intérieur des temps. Donc, on a vraiment industrialiser toute la façon qu'on faisait les technologies. Et ça, c'est dans les années 90, vous diriez? Oui, 80-90, jusqu'à peu près, je dirais, au tournant des années 2000, où là, on a eu le dot-com qui est venu comme perturber complètement. Et puis, tout de suite après, on a vu justement l'arrivée de ce qu'on appelait la numérisation, où là, les lignes d'affaires se sont rendues compte que les technologies, c'est plus juste quelque chose d'à côté, c'est quelque chose qu'on a besoin. C'est quelque chose qui fait partie de notre business, en fait. OK. Et là, vous avez mentionné le mot ligne d'affaires. Je sais que vous voulez revenir là-dessus, mais permettez-moi de vous demander, quand les technologies, les technologues, les gens qui connaissent le hardware, le software, puis qui ont développé ça depuis des années, qui sont finalement les chefs, c'est eux qui ont un certain leadership là-dedans, tout à coup, vous me dites les lignes d'affaires arrivent. Puis je commence à l'entendre, moi aussi, pour être dans le milieu des affaires et rencontrer des gens qui me disent, moi, je suis au marketing, je suis à l'expérience client, là, j'amène des idées sur la table, je demande aux gens de technologie de me suivre. Là, il y a un rapport qui vient de changer. Exactement. Le rapport, je dirais à l'ère industrielle, le rapport était un rapport de client-service. Ouais. C'est-à-dire que les TI étaient perçus comme une boîte de services qui offrait des services à sa clientèle interne. Puis on les appelait comme ça, on les appelait des clients. Et puis, ça a créé un peu un disconnect entre les lignes d'affaires et puis l'utilisation des technologies. Et puis, je pense que ce qui change avec l'ère numérique, c'est que les lignes d'affaires se rendent compte que s'ils veulent bien utiliser les technologies, ils doivent en prendre un plus grand leadership. Ils doivent prendre en main les technologies. Et puis, les TI doivent, de leur côté, cesser de tenter de tout contrôler pour devenir beaucoup plus des coachs ou des enseignants ou des facilitateurs de l'utilisation des technologies et non plus des polices et des contrôleurs. Ça augmente le niveau de compétences qu'on recherche chez des gens qui ont un leadership dans le domaine des TI. Alors, parce que c'est pas juste de connaître, être spécialiste contenu, finalement. Oui, mais clairement. Si vous vous souvenez, l'année passée, je parlais beaucoup des compétences des nouveaux informaticiens et puis les compétences qui deviennent de plus en plus criantes, nécessaires pour des informaticiens, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et puis toutes ces composantes. J'avais parlé du confort dans l'ambiguïté, j'avais parlé de communication, d'empathie. Donc, toutes ces qualités-là deviennent très importantes parce qu'on ne peut plus gérer les technologies comme on le faisait avant. Et puis, les organisations ont aussi changé en fonction de ces ères-là. Donc, si on regarde les organisations à l'ère artisanale, les départements TI étaient organisés moi j'appelle ça des silos technologiques, où on avait une gang qui s'occupait des serveurs, une autre qui s'occupait des réseaux, une autre qui s'occupait des bases de données, une autre qui s'occupait d'autres choses. puis c'était essentiellement des silos technologiques. Ouais. Et puis les gens étaient des experts dans leur technologie, puis ils faisaient toutes les choses qu'ils devaient faire pour s'assurer de ça. Et puis avec l'ère industrielle, on s'est aperçu que les silos technologiques, ça avait beaucoup de limitations. Ça ne nous permettait pas, par exemple, d'offrir un service
de bout en bout qu'on appelle. C'est-à-dire que où toutes les composantes technologiques qui sont nécessaires pour que le service soit rendu travaillent ensemble et puis assurent une qualité de service au bon niveau. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à faire beaucoup de gestion par service. On avait des gens qui s'occupaient de la gestion du changement à l'intérieur des technologies. On avait d'autres qui s'occupaient de la gestion des incidents, des problèmes. Et puis tout ça, ça a permis au TI de devenir beaucoup plus pérenne puis beaucoup plus robuste pour les lignes d'affaires. Et puis, c'est là que maintenant, on passe à des nouveaux types d'organisations. En fait, on voit de plus en plus les organisations qui prennent une nouvelle façon d'engager avec la business et puis qui s'orientent à ce qu'on appelle à des organisations centrées sur des produits. OK. Et les produits, c'est un objet? Comment vous définissez produits? Bien, les produits... ça, c'était mon argument pour dire... Allez-y. J'ai lancé mes mots-clés trop vite. C'est que, en fait, c'est ce que je dis sur l'adoption des organisations centrées sur les produits, c'est ce qu'on observe beaucoup. Là, 75% des organisations qui ont beaucoup de succès dans la transformation numérique, donc ce qu'on appelle les meneurs, 75% d'entre eux ont adopté une orientation centrée sur les produits. Alors, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que c'est les produits? Qu'est-ce que c'est les produits? Bien, les produits, ça peut être plein de choses. Ça peut être vraiment plusieurs choses. C'est difficile En fait, il ne faut pas voir les produits comme quelque chose d'unique qui va être identique dans toutes les entreprises. Chaque entreprise va définir pour elle-même c'est quoi son produit ou ses produits. Et puis, ce n'est pas nécessairement toutes les activités de l'organisation qui vont pouvoir se décliner en produits. Donc, des produits, ça peut être un produit vers l'interne, qui est offert à des employés à l'intérieur de la compagnie, comme des produits pour faciliter le recrutement puis faciliter l'embauche de nouveaux employés. Donc le terme peut être utilisé au sens large, ça peut être un service, donc, et comment on va rendre ce service-là, on va s'y intéresser. Exactement. Okay. Et puis, donc, un produit, de façon à haut niveau, c'est une combinaison de plusieurs choses. Hein. C'est ce qu'on appelle une capacité d'affaires. Donc, il y a une combinaison de gens qui ont certaines compétences, certaines habiletés, qui sont là pour réaliser le produit. Il y a des gens, après ça, il y a des processus qu'on suit, des activités, il y a des façons qu'on s'organise pour livrer le produit. Et puis après ça, on a plein d'outils aussi qui supportent les produits. C'est là que la technologie entre en ligne de compte. C'est que parmi ces outils-là, il y a des outils qui sont technologiques par nature et puis qui doivent être gérés de façon holistique pour livrer le produit. Les produits, ça peut être un produit pour aider l'organisation à faire du marketing, à gérer son pricing. Ça peut être aussi des produits qui s'en vont vers l'externe complètement, donc où la clientèle, c'est essentiellement la clientèle externe. Ça pourrait être un produit comme, par exemple, pour faire du magasinage ou des paiements, des choses comme ça. Je vais me permettre une petite question. Les concepts sont très bons et tout, puis ici, on a des gens de différents secteurs, que ce soit le secteur public, ministère des sociétés, assurance financière ou construction comme BC ou tout ça. Peut-être le secteur automobile aussi, comme la Tesla, par exemple. Mais à quoi ressemble une organisation qui est centrée sur les produits? OK. Une organisation qui serait centrée sur les produits, c'est une organisation où on a des équipes qui s'organisent autour de trouver une solution à un problème, un enjeu qui est permanent dans l'organisation. Un enjeu, ça peut être comment je vais faire pour livrer mon journal à mes lecteurs. Okay? Donc, de dire on va livrer une expérience numérique de lecture de notre journal à nos lecteurs, ça implique des technologies, ça implique des nouveaux types de compétences, de nouveaux gens, et puis ça implique aussi des nouveaux processus. Donc, si on appelle ça un produit, le produit devient finalement ce que l'organisation livre. Et puis, les gens qui sont impliqués dans la gestion de ce produit-là sont impliqués pour tout le cycle de vie du produit, puis de façon relativement permanente. Donc, ça, c'est comme ça qu'on s'organise. Ça, c'est en concept, mais de façon pratique, ça va ressembler un peu à ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on va retrouver
on va retrouver des structures horizontales, qui sont représentées mes rectangles horizontaux, qui vont être essentiellement des produits. Puis les produits vont être financés pour toute l'année, pour la livraison de ce produit-là. Et puis, on va gérer par produit plus que par projet. On va avoir des projets aussi, mais on va planifier pour le cycle de vie du produit. Donc, dans nos activités du cycle de vie, on va avoir, par exemple, la conception du produit, on va avoir sa création, la programmation des outils, on va avoir l'exploitation de l'outil, on va régler les bugs, toute la maintenance, jusqu'à éventuellement son retrait ou son remplacement par un autre produit. Donc, tout le cycle de vie, donc les gens vont être assignés ou dédiés à la livraison de ce produit-là. Et c'est là qu'arrivent dans l'entreprise les chefs produits maintenant. Est-ce que le terme Exactement. est celui qui est utilisé? Bien, les termes sont toute la taxonomie qui tourne autour de ça, c'est choisi par chaque entreprise. Il y a des entreprises qui appellent ça des propriétaires de produits ou des leaders de produits. Mais effectivement, il va y avoir une personne qui va prendre la responsabilité de livrer le produit. Et puis, ça ne va pas être juste une personne, ça ne sera pas quelqu'un des TI, ça va être quelqu'un qui a l'œil d'affaires pour ça, exactement. Okay. Évidemment, dans son équipe, il va y avoir des gens de TI. Et puis, tout le reste des TI va se rassembler autour des produits pour les rendre, pour les faciliter, pour les aider. Ça doit faire des bonnes discussions autour de la table entre ce que le chef produit amène, voit sur le marché, a le goût d'amener comme innovation. Est-ce que la technologie peut les contraindre? Parce que souvent, dans cet univers-là, vous voyez toutes sortes de contraintes techniques, puis c'est correct. Alors ça doit amener des discussions intéressantes autour d'une table. C'est clair. Et puis, ça va entraîner, en fait, juste pour les lignes d'affaires, pour les gens en affaires, de considérer les TI comme partie de leurs opérations plutôt que comme quelqu'un à qui on envoie des commandes puis qu'on attend les réponses. Ouais. C'est un gros changement. Pour les lignes d'affaires aussi, de devenir suffisamment mature pour gérer les technologies de façon efficace, en tenant compte des coûts, en tenant compte ce n'est pas parce qu'ils sont responsables qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a des contraintes, comme tu dis. Donc, il faut que ces gens-là aient la maturité nécessaire pour gérer le produit. Après ça, tout autour d'eux, on a des gros changements aussi sur la façon de livrer des technologies. Par exemple, en général, dans les TI, il y a des gens qui sont responsables de livrer des serveurs, de livrer des bases de données, de livrer des outils technologiques qui sont réutilisables pour les produits. Mais ces gens-là vont devoir offrir ça as a service, comme on dit, comme un service, plutôt que comme une plateforme obligée que tout le monde doit se servir. On va voir ce même phénomène pour l'utilisation de composantes communes, des composantes applicatives qui pourraient être rendues disponibles à tous les produits. Donc, il va y avoir un tas de plateformes comme ça qui vont être rendues disponibles. Et puis, l'attitude des TI va devoir être une attitude de utiliser mon produit parce que ça vous aide, non pas parce que vous êtes obligé. Donc, c'est un peu ce changement-là qui va s'opérer. Vous mentionnez la méthode agile, DevOps, donc des outils qui finalement facilitent ce travail-là entre les équipes. En fait, il y a beaucoup d'organisations qui ont déjà adopté l'agilité pour le développement applicatif, qui ont déjà adopté le DevOps pour le déploiement des technologies. Mais ici, on parle d'une extension, finalement, où l'agilité et le DevOps, plutôt qu'être utilisé simplement à l'intérieur des TI, est utilisé pour la gestion du produit même. C'est vrai que même le langage évolue. On parle d'agilité. Moi, je l'entends dans des industries où on n'a pas de TI autour de la table. Donc, c'est une façon de faire qui vient de cet univers-là plus technologique, mais qui est appliqué ailleurs. Très bien. Est-ce que, Nicole, dites-moi, ce qu'on est en train de parler, où les entreprises s'en vont davantage vers l'agilité, la travailler en approche produit, est-ce que vous l'observez dans les études que vous faites? Bien, de façon indirecte, oui, parce que, dans le fond, les entreprises technologiques québécoises s'adressent aux lignes d'affaires des entreprises. Elles offrent des solutions technologiques, mais elles ne s'adressent pas au département informatique des organisations. Si c'est un outil de rétention de personnel ou de communication marketing et tout ça, donc ils vont s'adresser au département en question. Ils vont entrer, dans le fond, dans l'équipe de produits avec la ligne d'affaires. Oui. Et puis, c'était un phénomène qu'on appelait
qu'on n'aimait pas beaucoup à l'ère industrielle, qu'on appelait le shadow IT, hein, les TI des forces obscures. Et puis, de plus en plus, il faut arrêter d'avoir cette mentalité de stopper justement cette implication des lignes d'affaires dans l'utilisation des technologies, et puis plutôt l'encourager, justement en leur offrant les outils qui leur permettent de l'encadrer et puis de faire de façon sécuritaire et pérenne pour l'organisation. Oui. En tout cas, ça doit être très stimulant. Est-ce qu'il y a beaucoup d'organisations qui adoptent ces façons de faire dont vous nous parlez aujourd'hui? Oui, en fait, on a fait un sondage à qui on demande, justement, on demande aux grandes entreprises quel est le pourcentage d'activités en technologie ou d'activités dans votre organisation qui sont centrées sur les produits. Je m'excuse de vous interrompre. Cette étude-là a été faite auprès d'organisations québécoises, canadiennes? Ou, Ça, c'est mondial. C'est mondial. C'est une étude qui est faite auprès de grandes entreprises qui sont membres de chez Gartner. Oui. OK. Donc, ce qu'ils nous disent, c'est qu'en 2018, ils nous disent que 40% d'entre elles ont organisé leur TI pour 50% de leurs activités centrées sur des produits. Donc, 40%, la moitié de leur... Ça me Donc, semble très bien. c'est beaucoup. Oui. Et puis, on prédit que ça va aller en augmentant. Puis, on parle d'ici 2022 que 80% des organisations aient plus que 80% de leurs activités orientées centrées autour de produits. Est-ce que, puis là, l'année passée, comme vous nous aviez parlé du marché de l'emploi qui change, je me permets la question, mais comment ça influence l'organisation du travail? Bien, c'est intéressant parce que vous parliez tantôt que l'agilité, hein, ça a été amené dans les organisations à travers le développement agile, et puis que ça a été adopté par à peu près tous les secteurs d'activité. Les ressources humaines font de l'agile, les acquisitions font de l'agile, la recherche fait de l'agile. On fait, Moi, je travaille en agilité aussi. On s'est aperçu que de réduire un peu notre cycle d'activité, ça nous permettait de rester beaucoup plus collés sur les impératifs de l'organisation. Donc, on pense que cette notion d'organisation produit, qui est en fait une notion d'autonomisation des équipes qui sont responsables des produits. On leur dit, vous êtes responsable de développer le produit, voici vos paramètres, mais à l'intérieur de ça, vous travaillez de façon autonome. Puis, il y a aussi une complétude. Les équipes qui gèrent les produits sont complètes. Ils ont leurs experts de développement, ils ont leurs experts de processus, ils ont leurs experts ils ont les journalistes, c'est un produit de journal, ils ont des experts d'affaires. Donc, ça amène à la notion, ou c'est équivalent à la notion des pods, qui est introduite par beaucoup de chercheurs en l'évolution des organisations. Je pense que M. Gary Hamel, qui a écrit The Future Now, étudie beaucoup de compagnies qui ont adopté des structures complètement autonomisées pour toutes leurs activités. Ça me fait penser, dites-moi s'il y a un lien à faire, mais j'entends dans le secteur manufacturier une tendance, ils appellent ça les entreprises libérées, et ils font en sorte que la personne qui occupait le poste de PDG, qui prenait finalement ultimement toutes les décisions, est là en soutien et on rend autonome des gens qui travaillent sur le terrain dans l'usine. C'est pas simple, mais on en voit dans la région de Québec ici des entreprises qui se transforment. Est-ce que c'est cette approche-là? C'est exactement ça. C'est exactement la tendance qu'on voit. En tout cas, voit. particulièrement dans le milieu manufacturier, on l'entend, mais avec conviction et les bonnes personnes, ça semble fonctionner. Mais Gary Hamel publie une étude de cas sur Morningstar, qui est une entreprise de canage de tomates. Et puis, dans le livre, ou dans l'étude de cas, il décrit un peu comment ça s'est passé dans l'organisation. Okay. Et puis, le plus difficile, ça a été, en fait, ça a l'air de rien, mais les employés ont dû apprendre à se prendre en main et puis à développer de nouvelles habitudes. Je pense que dans une entreprise libérée comme ça, chaque employé doit, au début de l'année, définir qu'est-ce que j'ai besoin des autres, puis s'entendre avec tout le monde pour ce qu'il y a de besoin, puis s'entendre aussi avec tout le monde pour qu'est-ce que je vais fournir aux autres. Donc, il y a beaucoup d'employés d'entreprises traditionnelles qui n'ont pas été capables de s'adapter à ce changement-là, qui ont quitté Morningstar. Donc, ce n'est pas si évident. Je n'imagine pas que toutes les organisations vont revirer comme ça, mais c'est certainement une tendance qu'on va voir de plus en plus.
Très intéressant. On garde ça. Vous dites Morningstar, c'est le nom de l'entreprise qui a raconté son histoire. Qui est une étude de cas. On va être bon pour faire un article avec plein de références. Vous avez plein de ressources super intéressantes. Puis ça ne va pas s'arrêter avec votre présentation, je sais, Mathieu également. Merci beaucoup, François. Merci. Fort apprécié. Merci pour votre contribution. C'est très intéressant et ça m'a donné des idées, tout ça. Et Karina et chers panélistes, vous savez quelle idée ça m'a donné pour ce moment? La question qui tue. Alors, elle se lit comme suit et je vous invite à y répondre chacun à votre tour. Poussons l'autonomie un peu plus loin. Ça nous amène à penser à l'intelligence artificielle. C'est un sujet à la mode. Alors, la question qui tue est la suivante. Êtes-vous ou seriez-vous prêt ou prête à être pris en charge par des robots? Par exemple, faire conduire par une voiture autonome pendant une tempête de neige, vous faire opérer par un robot chirurgien, ou peu importe. À vous la parole. Moi, je vais commencer. Définitivement. Définitivement. La plus grosse cause de dérapage, c'est l'erreur humaine. À partir du moment où on retire l'erreur humaine de l'équation, je suis beaucoup plus en sécurité dans une voiture autonome ou dans un... Pas les voitures autonomes encore, on va laisser celle-là de côté. Mais quand ça marchera, oui, définitivement. Alors, pas tout de suite, mais dans quelques années, vous dites oui à ça. Dès qu'il y a moins d'erreurs dans les robots que sur l'erreur humaine. Intéressant. Moi, je vais faire mon contrarian. Mais je pense qu'ultimement, oui, quand ça va fonctionner, oui. Mais entre-temps, je pense qu'on a une longue période avant que ça se produise. Et puis, je pense que l'intelligence artificielle va être beaucoup plus utilisée pour compléter ou pour augmenter nos habiletés. Donc, par exemple, quand je conduisais avec ma voiture autonome, je devais garder les mains sur le volant parce que c'est la loi. Et puis, c'est arrivé plusieurs fois où j'ai décidé non, je veux pas aller dans cette direction-là, je me sens pas à l'aise. Okay. Et puis, j'ai utilisé mon pouvoir de overrider le véhicule. Je pense qu'on va être longtemps dans cette situation-là avant de pouvoir se fier complètement à un robot. Ceux qui me connaissent se doutent certainement de la réponse. Pour moi, c'est un non catégorique. Mais pas pour les fonctions que vous avez demandées. Me faire opérer, je préfère un vrai chirurgien. Puis on dit que l'intelligence artificielle apprend des humains. Alors, j'aimerais bien que l'humain qui apprend l'intelligence artificielle à travailler m'opère. Moi, toi? Ben, moi, j'ai pas d'opinion là-dessus, mais j'en ai une par rapport au vin qui s'en vient. Je dirais il s'en est sorti. On prendra au détour. À une question comme ça, l'intelligence artificielle aurait été programmée pour répondre. Un humain pour éviter s'il n'y a pas la réponse exacte. Donc, il y a quelque chose, par contre. Un robot pourra nous dire qu'un vin est bon, mais ne pourra jamais l'apprécier comme un humain. Ah, c'est bien dit. Oui. Alors, comme on vous a parlé de vin quelques fois, dans un instant, on va prendre une très courte pause pour vous permettre de prendre un petit verre de vin avec nous. Donnez-moi juste quelques secondes d'abord pour vous demander de demeurer assis. Ça va faciliter le travail des équipes qui vont vous l'offrir. J'aimerais également souligner que le service du vin est offert gracieusement par Mon Avenir TI. Ils sont tellement importants parce qu'on sait que vous avez des enjeux de recrutement, de rétention, de recrutement particulièrement. Merci à l'équipe de Mon Avenir TI, en collaboration, bien sûr, avec le réseau Action TI. Et bien entendu, on a quelques repères avec l'émission originale. Donc, je vais inviter à venir me rejoindre sur le plateau pour vous présenter le vin. Non pas Diane, elle n'était pas disponible, mais on a Mélanie. Elle est encore plus super. Mélanie, notre régisseur. Alors ce soir, chers invités, nous allons déguster le Donini, qui est un merlot d'Italie. Bonne dégustation. Merci beaucoup. Santé, tout le monde. On vous apporte ça dans un instant. Et peut-être je termine en remerciant à nouveau les partenaires qui s'associent à notre événement. 4 degrés, Bell, Cisco, GDG Informatique et Gestion, GoSecure
Industrielle Alliance, Ville de Québec, merci les partenaires. Vous méritez tout le monde ce bon verre de vin-là. On vous fait signe quand on reprend dans une quinzaine de minutes. Mesdames, Messieurs, je vais vous inviter à vous asseoir, s'il vous plaît. On va reprendre la deuxième partie de cette émission en direct. Hein, on n'a pas peur de rien, là. Non. Hein, parce que le dimanche soir, quand on y pense, il y a quelque chose de facile. Les coupes au montage. Nous, on fait ça Avec des live. professionnels comme ça, on n'a Et pas voilà, besoin d'avoir c'est peur ça, du direct. quand on est bien entouré. On fait une bonne équipe. Merci tout le monde. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. On va poursuivre sur nos tendances en TI en ayant le point de vue de Mathieu Courta. Mathieu. Là, je vais vous lancer, puis vous Karina, allez... juste avant, je vais me permettre Vas-y, pour Carl. mettre la table, le temps que les gens s'assoient aussi. Pendant la pause, je suis allé faire le tour et c'est sûr, les gens parlaient du vin. Et merci à mon avenir TI, Résurrection TI. C'est pour ça que le les gens vin. viennent, si je comprends bien. Là. Oui, il y en a qui arrivent à 7 heures, là. Il y en a qui Mais sont non, mais sérieusement, les gens ont parlé un peu des sujets, puis j'ai entendu une citation, ou à peu près ce que je pourrais en traduire comme citation qu'on a sûrement déjà entendue. Et donc, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de mes recherches, ça vient du vin, on va dire. Ça se dirait à peu près comme suit. Dans le nouveau monde, ce n'est pas le gros poisson qui mange le petit. C'est le plus rapide qui mange le plus lent. C'est sage, c'est sage. Et ça vient de la salle. Alors, la sagesse de la salle. Merci. In vino veritas. Ah, voilà, si vous le dites. Alors, on se lance avec la prochaine portion en votre compagnie, Mathieu. Là, on lit, on entend, on voit plein de trucs sur l'info nuagique, le blockchain, le big data, l'analytics, la réalité virtuelle, les réseaux neuraux. J'ai l'impression que des nouveaux termes, ils en sortent un nouveau chaque semaine. Est-ce que tout ça, c'est vrai, c'est ancré dans la réalité ou ce sont des buzzwords? On en parle, mais ça n'atterrit pas nécessairement. J'aimerais ça qu'on puisse démêler ça un petit peu ensemble. Je pense que vous êtes la bonne personne. Et je débuterai avec une question sur un autre élément qu'on entend dans les médias, c'est que l'humain pourrait être remplacé par la machine. Puis on est allé d'une question qui tue, qui nous amenait à entrevoir que peut-être qu'il y a certains éléments de ce qu'on fait qui n'existeront plus, qui ne seront plus faits par l'humain. Est-ce que c'est ça qui va arriver? La réponse courte, c'est non. L'humain ne va pas être remplacé par la machine, en tout cas pas tout de suite. Je suis sûr qu'on s'est posé exactement la même question quand on a inventé le moteur, quand on a inventé l'électricité. En fait, même quand on a inventé l'écriture, qui est la première technologie de toutes, Socrate disait ne laissez pas trop les jeunes écrire parce que ça va leur poser des problèmes de mémoire. Donc, la technologie, ça fait peur, ça a toujours fait peur. C'est juste que ça évolue doucement. Hein, il y a 2 ans, on parlait de la télévision, est-ce que ça va mourir? Je vous repose la question aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la télévision va mourir puis qu'Internet va prendre la place de la télévision? Puis, allez, levez la main, ceux qui pensent que la télévision va mourir. Va mourir ou pas mourir? Va mourir, c'est fini. La C'est télévision, fini. c'est fini. C'est fini? Ouais, ben, pas du tout. En fait, aux États-Unis, on regarde encore 1,1 milliard de minutes de TV par jour. Là, je ne vais pas vous laisser faire le calcul, quand même, je suis plus gentil que ça, c'est 261 minutes par jour et par personne, un peu plus de 4 heures. Donc, ce n'est pas fini. Ça diminue 5% par année, mais le numérique, c'est encore plus petit que ça, c'est encore bien inférieur à ça pour l'instant. Puis dans tous les cas, au Québec, on est à 5,4% de chômage. Le plein emploi, c'est à peu près 5% en fonction des différents économistes. Donc, on doit faire quelque chose de bien si, avec toute la technologie qu'on utilise, on est encore pratiquement en situation de plein emploi. Si vous voulez, je conclurai sur cette question en disant si vous voulez vraiment savoir les vrais dangers qui nous attendent, Yuval Noah Harari, excellent chercheur israélien, a écrit une couple de bouquins, Homo Deus par exemple. Il nous pointe vers les dangers de l'être humain. Puis la technologie va y jouer un rôle, mais pas le remplacement de l'humain par la machine.
OK, ça va jouer un rôle, ça ne remplacera pas. Alors, comment on remplacer place Dieu. dans les... Pardon, François? On va remplacer Dieu. Oui, C'est ce que dit Harari. c'est ce qu'il raconte. Bon, j'ai pas lu. Mais je mets ça sur ma liste de bonnes lectures. Mais alors, l'intelligence artificielle, le machine learning, les réseaux neuraux, le cognitive computing, ça sert à quoi? Comment on l'utilise si ça ne va pas remplacer l'humain? Oh, c'est une grosse question. L'intelligence artificielle, c'est sûr que c'est à la mode. Ça grossit. Il y a une étude récente qui dit que l'intelligence artificielle va contribuer à 15 trillions de dollars d'économie mondiale en 2030. 15 trillions de dollars. Bon, on va remettre les choses en perspective. L'économie mondiale aujourd'hui, c'est 107 trillions de dollars. On prend la croissance de l'économie mondiale, on prend le 15%, ça veut dire qu'en gros, en 2030, l'intelligence artificielle va contribuer à 10% de l'économie mondiale. C'est énorme. C'est énorme. Ça cache juste un petit fait, c'est que si on prend quelque chose comme le machine learning, par exemple, c'est juste 12 milliards aujourd'hui. L'économie du machine learning, c'est 12 milliards de dollars. C'est tout petit. Si on prend les téléphones cellulaires, prenons juste le marché des téléphones cellulaires qui coûtent plus de 100 dollars. Plus de 1000 dollars, pardon. On va oublier tous les petits là. Les téléphones cellulaires à plus de 1000 dollars. C'est déjà 200 milliards le marché. Okay? Le AI, c'est 12 milliards. Tout petit. Déjà, pour comprendre un peu pourquoi, il faut séparer un peu les concepts. Hein. Je ne sais pas, c'est clair pour tout le monde, c'est tous les concepts qu'il y avait dans votre phrase, mais disons qu'on commence par AI ou le cognitive computing. C'est simple, c'est comment une machine essaye d'imiter l'humain. Et l'humain peut faire beaucoup de choses, dont apprendre. Le machine learning, c'est comment est-ce qu'on apprend à une intelligence artificielle à apprendre. En fait, comment elle apprend par elle-même sans qu'on la code spécifiquement pour faire quelque chose. Au Québec, on parle beaucoup du deep learning aussi. Le deep learning, c'est simplement une façon de mettre des algorithmes d'apprentissage en couches qui va en gros permettre à l'ordinateur d'apprendre à apprendre. Bon, c'est une sous-partie du machine learning. Maintenant, il y a comme 3 stages un peu dans cette intelligence. L'intelligence assistée. L'intelligence assistée, c'est celle qu'on utilise tous, les GPS, le texte prédictif. C'est quand Uber vous propose une destination parce que vous l'aviez déjà rentrée il y a 2 semaines, puis c'est comme il pense qu'en fonction de où vous êtes, c'est là que vous allez aller. Il vous assiste à faire quelque chose de façon plus intelligente. Ensuite, on a l'intelligence augmentée. C'est des choses qu'on n'aurait même pas pu faire nous parce qu'on n'est pas capable de traiter les données à cette vitesse-là. Par exemple, Uber Pool, qui regarde toutes les demandes de Uber, puis qui va agréger les différents parcours entre eux pour pouvoir proposer un taxi qui va permettre d'emmener plusieurs personnes au même endroit. C'est par exemple, c'était par exemple Cambridge Analytica, qui regarde tout ce qui se passe sur Facebook, et puis dit « Ah, toi tu votes pas comme j'ai envie que tu votes, on va t'envoyer un petit message. Okay. » Ensuite, il y a l'intelligence autonome. Les voitures autonomes, c'est une façon, mais je dirais un exemple qui est plus précis, ce serait l'algorithme AlphaGo de Google. AlphaGo, c'est maintenant le meilleur joueur au monde du jeu de Go. On ne lui a jamais appris un move de Go de sa vie. Il n'a fait que jouer avec des joueurs de Go jusqu'à battre les meilleurs, et c'est devenu le meilleur joueur de Go. Donc, revenons à pourquoi le machine learning, c'est si petit. Et Mme Martel a mentionné deux de ces cas-là dans ses études un peu plus récemment. Déjà, c'est jeune comme discipline. Si on regarde les problématiques de talent, c'est relativement... Par exemple, qui dans la salle sait ce que fait un data scientist? Pour de vrai, là. Ça fait quoi dans la vie, un data scientist? Merci, il y en a quand même 5. Un data scientist, ça fait de la classification de données, du nettoyage de données, de l'extraction de données, ça fait de la sélection d'algorithmes, et ça fait un truc qu'on appelle du feature engineering. C'est choisir ce que va faire l'algorithme. Mais tout ça, c'est manuel. Il n'y a pratiquement pas d'outils pour faire ça. Nos programmeurs, là, ça fait longtemps qu'ils ne codent plus du HTML à la main. Bon, les data scientists, eux, ils sont encore très manuels. Deuxième problématique avec le machine learning, c'est la vitesse de traitement local. Parce que ça prend quand même beaucoup de processeurs pour traiter toute cette information. Et si on regarde, dans le machine learning, il y a vraiment deux étapes. Le training et l'inférence. Ce qu'on appelle le training, on montre à un ordinateur des photos, il y a quelqu'un lui qui dit s'il y a un chat sur la photo ou pas. L'inférence, c'est quand on lui montre une photo, puis que l'ordinateur est capable de dire s'il y a un chat ou pas. C'est 2 processus totalement différents.
Avant, on faisait ça avec les mêmes puces. On utilisait des CPU ou des GPU au niveau graphique. Maintenant, pour l'inférence, on a développé des nouveaux types de puces qu'on appelle les FPGA ou les ASIC. En fait, ce sont des puces à usage unique ou des puces reprogrammables. Ça permet d'améliorer la capacité de traitement local qui nous évite d'aller sur Internet, d'attendre la réponse, de récupérer ça. Donc, ça va grossir un petit peu le marché. Troisième problématique avec le machine learning, le training. Les machines qui apprennent, il faut qu'elles apprennent. Donc, si on apprend par exemple un algorithme à reconnaître des tumeurs sur des radios, ben, ça prend un radiologiste qui prend des radios, puis qui identifie s'il y a des tumeurs sur la radio, puis qui l'apprend à la machine. Bon, un radiologiste, il fait à peu près 6 images de l'heure. Si on veut 1000 cas, c'est 30 000 $. Mais il y a des algorithmes qui demandent des millions de cas pour être capable d'apprendre. Donc là, encore une fois, on a des problèmes de données, de quantité de données, de qualité de données. Ben, il y a des méthodes qui sortent des données synthétiques, ou ce qu'on appelle du pré-training. C'est-à-dire, on va apprendre la machine à reconnaître des chats, puis grâce à ça, elle va apprendre les chiens un petit peu plus vite. Ça améliore. Finalement, il y a le black box. Le machine learning, c'est le black box. On ne sait pas comment ça marche. Okay, on lui montre, puis là, il nous donne la réponse. Ah oui. Mais on ne sait pas comment ça pense. Non, quel processus ça prend. Il y a une loi aux États-Unis qui s'appelle la directive SR 11.7 qui dit qu'il faut que les modèles soient explicables. Donc, ça exclut totalement l'utilisation du machine learning comme on le connaît aujourd'hui. Là encore, Driverless AI, Data Robot, c'est des compagnies qui auto-documentent les algorithmes au fur et à mesure qu'ils apprennent, qui vont permettre que ça se développe un petit peu plus. Mais je conclurai là-dessus en disant que, qui se souvient du e-business? Dans les années 90, c'était tout e-business, il fallait faire du e-business, on crée des équipes e-business, il fallait avoir une stratégie e-business, il fallait avoir des équipes e-business. Bon là, on est dans le AI, on est tout dans le AI. Aujourd'hui, le e-business est complètement intégré dans nos processus. J'espère que d'ici 10 ans, 15 ans, le machine learning ou le AI va être complètement intégré dans nos processus, ça ne deviendra même pas un sujet. Et dites-moi l'expertise qu'on développe de façon particulière à Montréal. On réunit des chercheurs, des gens de talent qui s'intéressent à ça. Ça va nous aider à accélérer, ça va nous avantager. En fait, est-ce que ça va avantager nos entreprises chez nous au Québec, ce qu'on est en train de faire? Tout à fait, tout à fait. Je pense qu'on a mentionné le point tout à l'heure. La recherche théorique, pour l'instant, nous apporte des avantages. La grosse question, c'est comment est-ce qu'on va être capable de transférer cette recherche théorique en applications pratiques qui vont nous donner un avantage concurrentiel. C'est une question de capacité. Avant d'être acheté, si possible. OK. Intéressant. Merci pour la perspective. Si je vous parle d'Internet des objets, vous connaissez ce que c'est, vous allez me l'expliquer parce que je me demande, est-ce que c'est important que moi je comprenne à quoi ça sert? Encore là, j'ai l'impression que c'est un buzzword, mais je peux me tromper, je ne suis pas une spécialiste. L'Internet des objets, c'est pas vraiment un buzzword. Mais pourquoi c'est pas un buzzword? C'est parce que le premier objet connecté, il était connecté en 1974. Okay? C'est un guichet automatique. Donc ça date quand même, ça date. Dans les sociétés de consultation, quand on fait des entrevues, on fait des petits cas. Okay? On fait passer des cas à nos gens en entrevue. Alors, je vais vous raconter une petite histoire là-dessus. On passait une entrevue pour un analyste. Et le petit cas qu'on lui a fait passer, c'est « Dites-nous, combien y a-t-il aujourd'hui d'objets connectés dans le monde ?» Je veux dire que le gars a plutôt bien réussi son cas. Hein. Il a dit « Ok, il y a 5 milliards d'humains. On a à peu près 5 objets connectés par personne, les téléphones, les iPads, les Tesla. Bon, c'est sûr qu'il y en a qui en ont beaucoup plus, il y en a d'autres qui en ont moins, mais disons 5 en moyenne par personne, c'est 25 milliards. Mais là, on rajoute les réseaux électriques, les trains, les avions, on rajoute les usines, les pipelines. On va multiplier ça par 4, ça fait 100 milliards d'objets connectés. Ça fait pas mal de sens, je trouve, comme réponse. Ben, c'est pas du tout ça. Il y a 8,4 milliards d'objets connectés. C'est 0,1% du potentiel de tous les objets qui pourraient être connectés. En gros, ça avance super lentement, le IoT. Deux problèmes à ça. Le premier, attention, accrochez-vous, vous allez tomber votre chaise. Le premier problème, c'est que les objets connectés, ils sont connectés. Puis, je ne sais pas si vous avez déjà vu une carte d'allocation des bandes de fréquences, mais il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place dans les bandes de fréquences. Puis quand on regarde les protocoles qui sont utilisés aujourd'hui, qui ne demandent pas des autorisations gouvernementales pour avoir une bande de fréquence, on a Zigbee. C'est ce qui est utilisé par les Philips, les lumières qui changent les ampoules qui changent de lumière, tout ça.
C'est intéressant, Zigbee, mais c'est 250 kilobits par seconde. Okay, c'est à peu près la vitesse d'un modem en 1996. On a Bluetooth. Bluetooth, c'est bien, c'est 1 mégabit seconde. Bon, c'est pas vite, mais c'est déjà mieux. Le problème de Bluetooth, c'est 10 mètres. Il ne faut pas le connecter loin. Hein. Le Wi-Fi, c'est plus vite, c'est 300 mètres. Par contre, le Wi-Fi, il faut être connecté à l'électricité. Un Wi-Fi sur pile, ben, ça donne l'iPhone qu'il faut recharger à 2 h de l'après-midi. Le deuxième problématique avec l'IoT, c'est qu'ils n'ont pas d'écran. Donc, souvent, le user ID et le password, ben, on ne peut pas le changer. Ou quand on peut le changer, on ne le fait pas parce qu'il n'y a aucun rappel. Il n'y a rien qui nous dit hey, « t'es encore admin. » Et là, ça crée un problème avec quelque chose qui s'appelle les attaques de déni de service, DDoS. Il y a des gens qui ont entendu parler de ça. Les attaques de déni de service, ça consiste à submerger un serveur web de requêtes qui sont des fausses requêtes. Ça se mesure en gigabits seconde. Donc, soit on prend un serveur, il crée tout un tas d'adresses IP, puis on envoie des fausses requêtes sur l'autre serveur, puis du coup, il ne peut plus traiter ma demande pour aller sur Amazon parce qu'il a encore traité des demandes, des fausses demandes qui viennent de millions d'autres serveurs. Ou bien, on prend le contrôle de tout le IoT, qui est en admin, et on leur fait envoyer des requêtes vers ce même serveur. Mihai, qui est... c'est un beau nom, mais c'est une attaque de déni de service qui a eu lieu en 2016. C'était 260 gigabits seconde de garbage qui était envoyé sur les serveurs. 260 gigabits seconde. Votre connexion Vidéotron, c'est 120 mégabits seconde. Regarde, donc on parle de comme bien des connexions. 1 million. Quand ça marche à son maximum de vitesse. Les attaques, maintenant, c'est 1 terabit seconde. Donc, conclusion, IoT, c'est juste le début, 0,1% des objets connectés, mais il y a encore des petits problèmes à résoudre. OK. Intéressant. Peut-être que je vais vous faire reprendre ça une deuxième fois juste pour moi, parce que vous aviez tellement d'expressions. Mais je sens que ça a connecté très bien avec les gens dans la salle. C'est magnifique. Moi, je vais me permettre une question. Des gens connectés. C'est ça, fait des gens Vraiment, connectés. vous êtes Merci connectés. pour Voilà, votre c'est ça qui compte. Je vais revenir sur un sujet qui est passé très rapidement, mais qui était aussi dans la question qui tue. Les voitures autonomes. Ça aussi, c'est connecté, c'est supposé d'être en tout cas. C'est pour quand? Ça va arriver, mais pas au Québec. Pourquoi pas au Québec? Parce qu'il y a 2 technologies pour les voitures autonomes. Il y a ce qu'on appelle le LiDAR, qui est un système basé sur des lasers. C'est par exemple la voiture autonome de Google. Et puis il y a le système avec les caméras, qui est le système de Tesla, par exemple, qui regarde devant puis qui détecte les bandes. Bon, aujourd'hui, par exemple, la Tesla, ça ne marchait pas. Parce que la neige, le LiDAR et les caméras, ça ne marche pas. Mais par contre, il y a des trucs vraiment cool qui sortent des voitures connectées. Des voitures autonomes. Je vais vous parler par exemple du AEB, le freinage assisté d'urgence. Quel freinage assisté d'urgence? C'est des radars, de l'infrarouge, des caméras qu'on met qui déclenchent le freinage si jamais il se passe quelque chose devant la voiture. C'est à peu près 460 $ seulement pour équiper une voiture avec ça. Donc c'est relativement facile et proche de l'implantation. C'était dans mon dernier update. Exactement. Bon, alors j'en parle plus. Alors, pourquoi c'est important le freinage assisté d'urgence? Ben, vous prenez 2 voitures, d'accord? 2 voitures, en général, ça pèse à peu près 4000 livres, 1800 kg. Elles vont à 110 km/h, puis elles se rencontrent. Là, tout le monde se souvient de la formule de l'énergie kinétique. Oui. Les gens font oui. Les gens font oui. Donc, l'énergie kinétique, c'est 1,5 de mv2. D'accord? L'énergie, c'est la moitié de la masse multipliée par la vitesse au carré. Donc, 2 voitures de 4000 livres qui se rencontrent à 110 km/h, ça fait 1,5 kg de TNT, à peu près l'équivalent d'une grenade à main. On est mort. Okay? Maintenant, le freinage assisté d'urgence. Pourquoi c'est intéressant? Parce que notre temps de réaction va diminuer d'à peu près 2 secondes d'un humain normal à 2 millisecondes. Pendant ces 2 secondes-là, on réduit à peu près notre vitesse de 50%. Comme la vitesse est au carré dans la formule, ça veut dire qu'on réduit l'énergie qui est dégagée par 80%. Ça veut dire qu'on est vivant. Hein, je résume. Vu que les accidents de la route, c'est la 9e cause de mortalité au monde, c'est la première cause de mortalité chez les jeunes, c'est énorme. C'est super intéressant. C'est ironique, hein, parce que c'est probablement à cause des objets connectés. Donc,
Le freinage assisté d'urgence, ça peut réduire de 1200 personnes le nombre de 1200 morts par année. 1200, sachant qu'il y en a 38 000 morts par année aux États-Unis. La ceinture, elle, c'était 12 500. Hein, mais la ceinture, on est déjà dans l'accident quand on en a besoin. Donc c'est super intéressant. Conclusion, voiture autonome, pas tout de suite. Il y a des super belles technologies qui s'en viennent. Et en attendant, gardez vos mains sur le volant. Hein. Oui, C'est plus rassurant comme ça. OK. Autre terme, concept, les crypto-monnaies. Est-ce que je devrais avoir ça dans mes poches et me servir de ça quand je vais aller me chercher un petit café au service au volant? On va savoir ça au Québec? Qui est-ce qui a des bitcoins dans la salle? Allez, quand même, plus que 5, s'il vous plaît. On en a. On a des mains levées. Ouais. Oui, oui. Dans les mains levées, qui a déjà utilisé ces bitcoins pour acheter quelque chose de vrai? Oh! Hein? Une? Ouais. Ben, c'est sûr que vous pouvez utiliser vos bitcoins pour acheter un café. Ça va venir. Hein? On peut déjà utiliser ces bitcoins chez Remax, chez McLaren. On peut acheter un voyage dans l'espace avec Virgin Galactic. Ah ben voilà. Hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça va de Il y a grandes une ambitions. université à Chypre, on peut payer nos frais de scolarité avec. Il y a même une ville en Suisse où on peut payer nos impôts. Donc oui, on peut l'utiliser. C'est du super gros marketing. Les bitcoins, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 40% des bitcoins en ce moment qui sont détenus par seulement 1000 personnes. Regarde, imaginez 40% d'une masse de monnaie contrôlée par simplement 1000 personnes. Il y a 60% des bitcoins qui n'ont jamais été utilisés. Ils ont été créés, ils n'ont jamais été utilisés. 80% des nouveaux bitcoins qui sont minés par des pools, des mining pools, on l'appelle en Chine. C'est pas vraiment une monnaie, c'est pas utilisé comme une monnaie. Ça a été créé pour, mais c'est pas encore utilisé pour. Par contre, qu'est-ce que ça fait comme bruit marketing? Là, la vraie utilisation de cette technologie-là, c'est pas le Bitcoin, c'est pas les cryptocurrencies. C'est la technologie qui est derrière qui s'appelle le blockchain. Ça a de l'avenir. Ça, c'est ce qu'on appelle les smart contracts, par exemple. C'est d'être capable de faire confiance à l'enregistrement dans une transaction dans des registres qui sont décentralisés. Ça change la game. Par exemple, les registres fonciers. Hein, on achète une maison, il faut faire une déclaration avec le notaire, on va mettre ça dans un registre foncier, puis là, tout le monde sait que la maison est à nous. Bon, ça, on n'aurait plus besoin d'un registre centralisé. On pourrait décentraliser et tout le monde ferait confiance dans l'enregistrement. En fait, il y a déjà des pilotes. Le Ghana, pas le Québec, là, le Ghana est en train de faire un pilote d'enregistrement de son régime foncier sur le blockchain. Et dites-moi donc une question de néophyte, je me déclare, mais la différence entre le blockchain, vous parlez de confiance, et le nuage, parce que moi, je mets des dossiers dans le nuage, c'est sécurisé, j'ai des mots de passe, je choisis de les partager avec certaines personnes. Pourquoi le blockchain versus l'info nuagique? C'est une très bonne question. Ça n'a pas grand-chose à voir, en fait, mais... Néophyte, j'ai dit, hein? Une chance. Je vais essayer d'y répondre. Le nuage, c'est qu'on décide de mettre une information sur un serveur qui est sur Internet, on va dire, qu'on va sécuriser, puis que tout le monde peut accéder. Ouais. Le blockchain, c'est qu'on décide de mettre une information sur tellement d'ordinateurs sécurisés différents que personne ne peut modifier cette information tout seul. Il faut donc avoir la confiance du groupe pour être capable d'entrer une nouvelle transaction où, en général, on ne peut même pas la modifier. Ça va, merci. OK. Donc, si je continue avec le blockchain, l'autre chose super intéressante avec les registres, c'est qu'on peut créer maintenant des registres là où il n'y en avait pas, où on ne pouvait pas. Quand vous recevez un colis, ça passe à peu près dans 15 mains différents. Okay, le fabricant, qui l'envoie dans un van, qui l'envoie dans un port, qui est d'autorité comme gouvernementale, qui le met sur un bateau, qui le met dans un autre port, qui le met sur un train, qui le met sur un truck, qui le met dans une camionnette, qui le met devant chez vous, puis il n'y a personne qui est là pour le ramasser. Mais anyway, tout ce registre-là, avant, on ne pouvait pas le suivre. Il n'y avait aucune autorité centrale qui était capable de récupérer toute cette information-là. Maintenant, avec un enregistrement décentralisé par les parties qui sont concernées, on va être capable de faire ce genre de suivi. Il y a des initiatives ici au Canada, par exemple, avec le port de Vancouver, CN, Transport Canada, qui sont en train de regarder des choses pour mettre ça en place. Donc, pour conclure, pour répondre directement à votre question, si vous arrivez demain matin à la gate numéro 1 à Youl, à l'aéroport de Montréal, Pierre-Elliott Trudeau, merci. Il y a un Tim Horton qui est là, il y a généralement 20 personnes qui attendent. Si on était pour payer avec des bitcoins, il vous faudrait attendre à peu près 1h30. Parce que pour
Pour approuver une transaction sur les bitcoins, C'est c'est à peu très près long. 5, c'est à peu près 15 minutes, c'est 5 secondes pour Interac. Donc, on n'est pas rendu là encore. Je comprends. OK, mais j'ai appris beaucoup de nouvelles choses, en tout cas, c'est certain. On dit que, et ça, mon Dieu qu'on en parle de ça, que les gens ne se parlent plus, qu'on est tous derrière notre téléphone, notre tablette, qu'on est assis en face, mais que dans le fond, on ne jase pas, puis que les téléphones ou les médias sociaux viendraient à être un peu nuisibles. Puis là, je me permets le parallèle parce qu'hier soir, si vous avez écouté Tout le monde en parle, on lançait un nouveau livre des chefs de Montréal qui ont intitulé leur livre Apocalypse. Et pour eux, une des définitions de l'apocalypse, c'est que tout le monde, justement, est sur son téléphone. Est-ce que ce qui va tuer la conversation, ce sont nos téléphones, les médias sociaux ou encore ce qu'on appelle les agents conversationnels? Et qu'est-ce qui nous joue des tours là, dans tout ça? Commençons par les médias sociaux. Médias sociaux, le nord-américain moyen a 5,5 comptes de médias sociaux. Oui. On utilise généralement 3 gros médias en Amérique du Nord, c'est Facebook, Instagram et WhatsApp. On passe 3 heures en général sur ces comptes. Quand on a les 3, c'est à peu près 5 ans de notre vie. C'est pas mal, c'est moins que la télé. Ça remet les choses en perspective. Un petit 3 heures par jour, c'est pas beaucoup, mais 5 ans dans une vie. Puis 4 sur la télé. Donc, quand même, bon, déjà, ça fait 7. Hein. Heureusement qu'il faut en faire un peu pendant le travail, sinon on n'y arriverait pas. mais ce qui va nous tuer, ce n'est pas vraiment les médias sociaux, c'est vraiment le téléphone en lui-même. On passe 5 heures sur nos cellulaires. Ouais. On regarde nos cellulaires entre 50 et 300 fois par jour. Et il y a des gens qui se réveillent la nuit, la première chose qu'ils font, ils regardent leur téléphone Mais ça peut être pour le travail et non pas pour les médias sociaux. en pleine nuit. Moi, c'est juste pour savoir l'heure. Oui. Mais cette technologie des téléphones, ça avance et ça nous rend complètement accro. Oui, ça fait des dopamines, tout le monde en parle. Mais plus que ça, c'est vraiment devenu une aide. Hein. Maintenant, depuis 2017, on a des puces spécialisées en apprentissage machine sur nos cellulaires. Donc nos cellulaires apprennent de notre utilisation, ce qui fait qu'on en veut de plus en plus parce qu'il devient de plus en plus pertinent. Texte prédictif, hein, quand on tape et en haut ce qui s'affiche. La dictée, quand on dicte à Siri, les routes. On met dans Uber et il dit bah, vous allez là, les meetings maintenant. On commence à rentrer le nom du meeting et il dit je reconnais, c'est ces gens-là que tu invites d'habitude. Ou classification des emails. Moi, la première fois que j'ai vu ça, je mets un email, je fais classer, il me propose directement le folder, le répertoire, c'était génial. Et là, on se rend compte que toutes nos photos sont classées en fonction de la tête des gens. Même mon chien, il a sa propre case. Donc, on ne se rend pas compte, mais le téléphone, maintenant, c'est le téléphone, c'est la visio, c'est notre MP3, c'est notre GPS, il suit notre santé, c'est notre podomètre. C'est ma clé. C'est ma clé d'auto. C'est la clé d'auto. Hein, c'est la carte d'accès dans les avions. C'est un appareil photo. C'est 98% des photos prises dans le monde sont prises avec des cellulaires. Donc, moi, je dirais c'est vraiment le téléphone qui va tuer la conversation plus que les médias sociaux. OK. Mais les bots, vous vouliez parler de bots. Parlons de bots. Parlons de bots. Eh oui. Les bots, c'est super intéressant. Il y a sur Facebook 100 000 bots. Qu'est-ce que c'est un chatbot? Okay, un chatbot, c'est une machine qui répond à ce que vous dites comme si c'était un humain. D'accord? C'est un robot qui fait du chat. Par téléphone, ça ne marche pas super. Par messagerie, 100 000 sur Facebook. Donc, on envoie comme pour se plaindre à une compagnie aérienne quelconque, il y a des grandes chances que ce ne soit pas un humain de l'autre côté qui va vous donner votre réponse en disant qu'il est vraiment désolé. Il y a 80% des entreprises qui utilisent les chatbots ou qui prévoient de l'utiliser. Mais ça ne marche pas du tout comme prévu. Ce n'était pas du tout ce qu'on pensait, les chatbots. Est-ce que vous avez déjà parlé avec un chatbot? Levez la main ceux qui ont déjà parlé avec un chatbot. Ouais, hein? Ça doit. On le sait, c'est weird. Ça répond un peu à côté de la question, ça répète 3 fois la même réponse, ça ne comprend rien au sentiment. Donc, par contre, il y a des utilisations super prometteuses de ça. Il y a un chatbot qui s'appelle Endurance. Endurance, c'est un chatbot qui parle avec les patients atteints de démence. Ben lui, il a toute la patience du monde. Il est capable de reconnaître les différentes branches dans la conversation, de revenir à la discussion d'hier, c'est pas grave. Il y en a un qui s'appelle, le nom le plus cool au monde, ça s'appelle Insomnobot 3000. C'est un chatbot pour les insomniaques.
Non, quand on se réveille la nuit puis qu'on regarde son téléphone, il y a quelqu'un avec qui on peut discuter. On n'est pas obligé de réveiller ses amis. Il y a même un psy qui est un chatbot. Si vous êtes trop gêné pour parler de votre problème avec un humain, ben vous pouvez d'abord parler avec le robot. Puis le robot va commencer à engager la conversation assez jusqu'au moment où vous êtes capable de parler avec un thérapeute. Super intéressant. Moi, mes enfants, quand ils veulent discuter avec des personnages Disney, ils ne discutent pas avec des personnages Disney qui existent pour de vrai. Hein. C'est des chatbots. Le Père Noël, si vous amenez vos enfants à parler au Père Noël sur Internet, ça va être un chatbot. Puis la grande trend... toute la magie. Je suis désolé, il n'y a pas d'enfants dans la salle. La grande trend des chatbots, c'est les enquêteurs. Hein, par exemple, MedWatt, c'est un chatbot qui vous pose des questions pour émettre un diagnostic. Roof AI, c'est un chatbot qui va vous poser des questions sur quelle maison vous voulez acheter. Comme ça, il va vous connecter avec le bon agent. Même NBC, un des problèmes, c'est de trouver l'information qu'on cherche. Quand on veut avoir un fil d'information, il y en a tellement. NBC a mis un chatbot qui vous demande quel type d'information vous voulez pour vous faire un journal personnalisé. Mais là où on s'amuse vraiment, c'est quand on amène les chatbots avec le machine learning. Je vais vous parler de Tai et Zo. Tai et Zo, c'est deux chatbots de Microsoft. On les a mis sur Twitter, on leur a dit « apprends des humains et tweet ». Et ils ont vite appris que Twitter, c'est la jungle. C'était un désastre. Il y en a un qui a tweeté « Hitler n'a jamais rien fait de mal ». Il y a l'autre qui a dit « We will build a wall, hashtag God bless America ». Ils ont été mis par terre. Donc, il apprend seulement les biais des humains. Ils apprennent ce qu'ils voient finalement. C'est pas juste aux États-Unis. Hein. Il y a Xiaobing en Chine qui est un chatbot. Lui, quand on discute avec, on se rend compte, c'est sur WeChat, on se rend compte que finalement, il rêve d'aller aux États-Unis, il critique le Parti communiste. Bon, lui aussi, il a été débranché. Et donc, si vous voulez aller plus loin, lisez l'expérience de Facebook. Ils ont mis deux chatbots à se discuter l'un à l'autre. Super intéressant. Moi, j'ai essayé avec Google puis Siri à la maison, ben, ça n'a pas marché. Ah, ça doit être comique chez vous. Bon, parlez-moi de... parlez-moi de réalité virtuelle maintenant. La réalité virtuelle, ouais. ça c'est un buzz. Ça, c'est un gros buzz. Je disais il y a 2 ans, hein, dans le premier qu'on avait fait, personne ne veut se mettre la tête dans un seau pendant 30 minutes. La réalité virtuelle, il n'y a rien de réel dans la réalité virtuelle. Le marché de la réalité virtuelle, c'est 2,2 milliards de dollars. C'est tout petit, c'est 2 fois moins que les wearables, okay, les Fitbit et autres. Par contre, la réalité augmentée, elle, ça y est, c'est là. Okay. Ça, depuis 2 ans, c'est partout. La réalité augmentée, c'est 1 milliard d'utilisateurs dans le monde. Et là, encore la question de la néophyte, là, comment vous distinguez la réalité augmentée de la réalité virtuelle? Ouais. Réalité virtuelle, on se met un gros truc sur la tête, puis tout ce qu'on voit, c'est des images de synthèse qui sont créées par un ordinateur. Ouais. La réalité augmentée, c'est qu'on regarde la réalité, et là, on vient superposer une image qui, elle, est créée par un ordinateur. Okay. Et ça a explosé. 1 milliard d'utilisateurs, on n'aurait jamais cru. Hein. Il y a 1 milliard d'utilisateurs de la réalité augmentée. Il y a 300 millions de contenus qui sont créés chaque mois en réalité augmentée. Qu'est-ce qu'il y a des téléphones avec 2 caméras derrière? Hein, tous les nouveaux iPhones, exactement, les nouveaux Samsung. Regardez, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Mais il y a des téléphones, maintenant, tous les nouveaux téléphones, ils ont 2 caméras derrière. Je vais vous expliquer pourquoi. La réalité augmentée, aujourd'hui, c'est 95% du cartoon. C'est simple, c'est un selfie. Et là, je me mets des oreilles de lapin et un petit nez de lapin. C'est ça. C'est pour ça qu'ils ont 1 milliard d'utilisateurs. La réalité augmentée, c'est des oreilles et un nez de lapin. C'est l'explosion sur les téléphones. Les Apple, ils ont un kit qui s'appelle ARKit. Google, c'est Hardcore. En fait, c'est des façons de programmer pour la réalité augmentée. Tous les téléphones, maintenant, ils ont ce qu'on appelle un IMU. C'est une unité d'inertie. Une unité d'inertie, c'est un accéléromètre, un gyroscope, une caméra, plus des processeurs sur le côté, qui essayent de chercher des surfaces. Ben oui, parce que la réalité augmentée, il faut la mettre sur une surface. Vos oreilles de lapin, si elles flottent à côté, c'est un peu moins drôle. Pareil, si votre Pokémon, il flotte à côté de la table, ben, ça ne fait pas trop réalité augmentée. Donc, le gros truc, c'est d'essayer de trouver la surface. Pour faire ça, ben, le mieux, c'est de voir en 3D. Donc, pour voir en 3D, ben, on va mettre 2 caméras sur les téléphones.
Il doit y avoir un usage assez incroyable qui se fait ou qui se fera dans le milieu des entreprises en développement avec la réalité augmentée. C'est quoi la part de cette technologie-là dans l'industrie actuellement? Ben, pour l'instant, on utilise beaucoup la superposition d'images, par exemple pour des instructions, par exemple pour avoir des modus operandi en training, ce genre de choses. Mais ça reste très difficile à déployer parce que, à part sur le téléphone, je ne sais pas si vous avez déjà essayé des Google Glass, hein, mais c'est pas confortable. On ne peut pas travailler toute la journée avec des Google Glass. Il n'y a pas encore vraiment de device qui permettent de faire une réalité augmentée qui soit intéressante, ou alors il faut un casque, comme les pilotes d'hélicoptère ou les pilotes de chasse. Bon, encore là, c'est pas très confortable. Donc, on n'est pas tout à fait là. C'est beaucoup plus un nice to have qu'on va rajouter sur quelque chose qui existe déjà. Aussi parce que souvent, on n'a pas de surface sur laquelle projeter la dite réalité, où c'est très limité. Donc, on va porter un casque pendant toute la journée pour pouvoir en profiter pendant 10 minutes. Ça va être intéressant de revenir à ces propos-là, juste se projeter dans 3 ou dans 5 ans. Il y a plein de choses qui auront probablement, en tout cas, soit qui auront disparu ou qui auront évolué, qui seront dans notre quotidien plus souvent. Alors, je termine avec la question, quelle est la technologie qui va changer le monde? Est-ce qu'il y en a une là, qui se démarque? Ça, si je l'avais, j'achèterais des actions. Ah oui. Mais j'en mettrais peut-être 4 sur votre radar. Le premier, c'est le 5G. 5G, c'est en ce moment, les connexions cellulaires sont faites avec ce qu'on appelle la 4e génération de connexion, c'est le 4G ou le LTE, puis ça donne une certaine vitesse. Le 5G va augmenter de façon incroyable cette vitesse de transmission entre les objets et l'Internet, si on veut, la connectivité de ces objets. Le 3G, c'est 3 gigabits. Et ça vient avec un protocole de connexion pour les objets connectés. Si on rajoute au 5G des GPS qui sont à 30 cm d'exactitude versus 5 mètres en ce moment, c'est la différence entre un drone qui vous livre votre colis d'Amazon, qui sait quel temps il fait, qui est capable de savoir les vents et qui va se poser à 30 cm de votre porte d'entrée, versus le même drone d'Amazon qui se crache dans l'immeuble du voisin. Okay? Donc le 5G, absolument, va changer beaucoup de choses. L'autre chose, je regarderais du côté... Excuse-moi, le 5G, on parle aussi de convergence des réseaux de communication d'urgence, par exemple, à l'intérieur du 5G. Donc il y a aussi le téléphone devient un appareil qui est beaucoup plus versatile. Parce qu'il a accès beaucoup plus vite à beaucoup plus de choses. C'est ça, ça peut être des communications sécurisées aussi. L'autre élément que je regarderais sur les technologies qui vont changer le monde, enfin de ma perspective, hein, c'est ce qu'on appelle les puces neuromorphiques. IBM vient lancer quelque chose qui s'appelle la True North. C'est une nouvelle architecture de puces. True North, c'est censé augmenter la vitesse de traitement du machine learning, qu'on disait qu'il était un problème, entre 1500 et 5000 fois. C'est énorme. C'est énorme. Bon, en ce moment, il n'y a que l'armée américaine qui est en train de regarder comment ils utilisent ça, mais ça s'en vient. Troisième chose, et j'en parlais il y a 2 ans, et je suis toujours convaincu de ça, c'est le graphène. Le graphène. Le graphène, ceux qui ne savent pas ce que c'est, le graphène, c'est un arrangement épais d'un seul atome, un arrangement hexagonal d'atomes de carbone. Les arrangements hexagonaux d'atomes de carbone, c'est ce qui font le graphite, les diamants, ce genre de choses. Là, on l'étale sur une seule couche d'atomes. Ça devient le matériau le plus résistant qu'on ait jamais créé. C'est aussi flexible, c'est transparent, c'est conducteur. On peut le faire léviter dans des champs électriques. En tout cas, ça a tout un tas de propriétés qui fait qu'on pourrait l'utiliser, par exemple, pour rendre des pare-prises incassables ou notre téléphone. Enfin. C'est un matériau qui a déjà reçu 2 prix, enfin les chercheurs qui travaillent dessus ont déjà reçu 2 prix Nobel de physique. Moi, je garderai un œil là-dessus. 4e point, chez Deloitte, on a une étude qui sort tous les ans qui s'appelle les Tech Trends, donc les tendances en technologie. Et celle de 2018, le titre, c'était l'entreprise symphonique. Pourquoi l'entreprise symphonique? Parce que là, on a parlé de façon indépendante de tout un tas de nouvelles technologies. Mais là où ça devenait vraiment drôle, comme avec les bots, hein, c'est quand on mélange ces technologies ensemble. Donc quand on mélange le machine learning, puis les chatbots et la réalité augmentée, et là on commence à avoir des produits qui se tiennent et qui font du sens. Donc l'avenir, ce n'est pas dans le prototype ou dans le pilotage de toutes ces technos, c'est de regarder comment on peut les faire fonctionner ensemble, parce que là, les combinaisons sont complètement infinies. Donc l'entreprise symphonique, pour moi, la vraie trend, c'est comment on fait fonctionner ça ensemble.
Très intéressant. Il y a un peu de philosophie derrière ça. Il faudra l'appliquer, l'utiliser. Et il y a des liens avec ce que vous nous parliez Oui, tantôt puis, de faire travailler. Je voudrais les faire gens mon ensemble. Gartner, puis peut-être proposer une autre technologie à mettre sur votre radar, puis c'est celle des ordinateurs quantiques. Donc, les ordinateurs quantiques, on est à l'époque à peu près là, où on vient de faire le premier transistor là, qui est gros comme ça, là, puis qui est dans un laboratoire. Mais déjà, il y a des ordinateurs quantiques qui sont disponibles sur Internet. Vous pouvez soumettre vos programmes quantiques sur des ordinateurs de 5 qubits, donc 5 unités de calcul. Donc, on est très loin d'avoir un ordinateur vraiment utile, mais moi, je pense que ça va être une technologie qui s'en vient rapidement, qui va nous permettre de résoudre une classe de problèmes que les ordinateurs traditionnels sont incapables de considérer, comme décrypter, par exemple, ou faire des processus d'optimisation, des calculs d'optimisation. Très intéressant. Mathieu, vous nous avez démystifié toutes sortes et ramené des fois sur Terre avec certains concepts. Merci beaucoup, Mathieu Courtat. Ça fait plaisir. Merci. Ça a été une discussion fort enrichissante. Vraiment, Carl, peut-être vers le mot de la fin. Oui, juste avant le mot de la fin, si on respecte la tradition, il y a un petit mot, une petite pensée que je vais me permettre de vous distribuer. Ah, vous avez droit à la petite carte. La petite carte. Oui, c'est ça, la petite carte. Merci. Et chacun a donc un texte similaire ou différent? Oui, similaire. Similaire. Puis je vais demander à un des panélistes de lire. Peut-être, est-ce que c'est une bonne grosseur de caractère? Ah, merci de vous en soucier. J'avais passé le message qu'il fallait que ce soit d'une bonne taille de Oui. caractère. Oui, merci. Donc, je vais lire. Ça fait des années que des êtres humains se comportent comme des robots. Bientôt, nous aurons des robots qui se comportent comme des humains. Heureusement, un échange aussi agréable que celui de ce soir est une magie ressentie que seuls des invités aussi généreux que vous arrivez à créer. De toute l'équipe de Réseau Action TI, merci. Merci. Wow, bravo. Merci. Merci encore à tous les trois experts à nous avoir partagé vos perspectives sur les tendances TI. Merci beaucoup, Carl, Et pour la merci co-animation. à tous de votre présence. Merci tout le monde d'avoir été là. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir avec nous. Brièvement, vous dire que demain, la GIC, ça commence à 8 h. L'accueil débute à 6 h 30. Donc, laissez faire le trafic. Venez-vous-en de bonne heure. Et on a de quoi vous accueillir avec du café. Ça va être un plaisir de vous recevoir tout au long de la journée. Si vous le souhaitez, dans les prochaines minutes, vous pouvez rester avec nous pour échanger avec les panélistes. Et à la sortie, si jamais vous quittez, vous pouvez nous laisser votre cocarde. Bonne fin de soirée. Bon retour. Félicitations. Merci. Bonne job. C'est fort agréable.